Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres, à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi ces conversations enrichissantes, inspirantes et pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir. Alors, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute. Salut Kelly. Bonjour Yannick. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Merci d'être là. De rien, c'est un plaisir. Ok. Donc, je t'avais un peu, lors de notre précédente conversation très intéressante, je t'avais déjà un peu soufflé la question d'introduction. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Pas du tout. Totalement oublié. Entre-temps, il s'en est passé des choses. C'est vrai que tu as 10 000 vies, donc... Voilà. Donc, bon, d'ailleurs, on va en parler, parce que je pense que les gens ne sont même pas prêts pour cet épisode encore. Mais ok, la question que j'aime poser pour introduire cet échange, c'est si tu dois résumer ton parcours de vie en 3 mots, quels sont les mots que tu choisirais? Spontanéité, instinct et je dirais pertinence. Spontanéité. Le deuxième, Instinct ouais, et pertinence. Spontanéité, instinct et pertinence. Waouh. Ok. Pourquoi spontanéité? Alors, la spontanéité, c'est parce que souvent, j'ai eu à faire des choix qui n'étaient pas forcément programmés, qui n'étaient pas forcément prévus. Et des fois, ce sont des opportunités ou des personnes qui sont venues à moi et qui m'ont parlé de certaines choses, de certains pays, de certaines activités ou certaines opportunités et que je me suis dit pourquoi pas. Et je n'ai pas hésité tout simplement à prendre certaines décisions. Et pour moi, j'estime que voilà, ça fait partie de la spontanéité. Ok. Instinct? Pourquoi instinct? Instinct, c'est surtout parce que j'estime que ça vient au plus profond de moi. Ok. Ce sont comme j'ai expliqué précédemment pour la spontanéité, j'ai pas hésité certaines fois. Et quand je réfléchis, en fait, je me dis, c'était pas forcément des décisions qui étaient tellement réfléchies avec les pour, les contre, avantages, voilà. Ok. C'est simplement parce que je l'ai senti, ça venait au fond de moi, de mon cœur, et je sentais que il fallait que je le fasse maintenant et pas plus tard. Ok, d'accord. Très intéressant. Et donc le dernier, c'est... Pertinence. Pourquoi Oui. pertinence du coup? La pertinence, c'est parce que justement, en termes de spiritualité, j'estime que des fois, quand on est vraiment en adéquation avec qui on est, il y a une pertinence dans tout ça, dans le chemin de vie, mine de rien. Des fois, ça semble venu de nulle part, mais au final, quand on est vraiment en adéquation avec la personne avec laquelle on est, tout semble pertinent finalement. Ok. Voilà. Ok, donc la première, la question suivante, c'est pour qui es-tu? Qui je suis? Alors, je dirais que qui je suis maintenant, c'est forcément pas celle que j'étais avant. Ouais. On m'aurait posé cette question il y a 10 ans, j'aurais répondu athlète de haut niveau, même 20 ans, athlète de haut niveau. On m'aurait répondu peut-être il y a 10 ans, j'aurais dit étudiante. Donc là, je me définis, je trouve, un peu plus comme mère. Okay. Mère, d'accord? Oui. Mère parce que j'estime que mon fils, qui a aujourd'hui 5 ans, occupe une grande place dans ma vie et que beaucoup de mes choix sont conditionnés par le fait qu'il soit présent dans ma vie et qu'il occupe une grande place.
Et ensuite, je dirais femme, chef d'entreprise, qui essaie d'innover, d'initier, qui essaie de créer dans le but de transmettre. Génial. Ok. Donc là, tu en as déjà parlé, mais la seconde question que je pose après celle-là, c'est quelles sont tes activités? Alors, Professionnelles, extra-professionnelles alors extra-professionnel, alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur extra-professionnel parce que je trouve qu'une vie ne se résume pas qu'à la vie professionnelle. Oui. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, pour moi, elle est diverse et variée, cette vie. Alors, professionnellement, moi, je suis plutôt background RH. Ok. Donc, j'ai évolué dans les RH et la communication interne d'entreprise. Et petit à petit, j'ai trouvé mon bonheur et dans les ressources humaines. Alors, je suis plus spécialisée dans le recrutement. Recrutement, gestion des carrières. Et je fais un peu de formation. Mais vraiment, ce que je préfère le plus, c'est faire du recrutement. Donc, du coup, j'ai créé une société qui s'appelle LK Recruitment. Okay. Donc, LK Recruitment, c'est comme Kelly L'Honnête. Okay. L'honnêteté, exactement, quand on veut être martiniquaise à 100%, parce qu'on n'oublie pas ses origines. Non, pas du tout. Donc, voilà. Mais il y a tellement d'orthographe dans mon prénom, dans mon nom, pardon, que forcément, on peut dire l'honnête. Des fois, ils rajoutent un T, ils oublient les accents. Donc, voilà. Fonction du pays dans lequel on est et fonction de l'accent et aussi de la langue, forcément, ça change un peu. Mais c'est Kelly L'Honnêteté. Okay. Voilà. Ok. LK Recruitment. Voilà. Ok. Et... on parlait des activités extra-professionnelles également. Tout à fait, exactement. Alors, il y a beaucoup de choses à dire parce que j'aime beaucoup de choses, en fait. Oui. C'est ça, toutes mes activités m'apportent quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Oui. Après, c'est simplement d'essayer de les caser dans le planning. Et pour ça, il faut investir dans les tableaux, les whiteboards. Il faut investir dans les agendas. Ouais. Et puis, il faut beaucoup travailler avec Google Agenda. Et mettre des rappels tout le temps. Si on veut essayer de suivre le rythme. Autrement, c'est pas possible. Autrement, il y a des jours où on reste au lit, on se dit, voilà, je pensais que j'avais quelque chose à faire, mais finalement, je ne sais plus quoi. Ouais. Parce qu'à un moment, forcément, quand on veut ce rythme-là et qu'on veut tout faire, forcément, des fois, le corps, il ne suit pas forcément. Oui, j'imagine. Alors, en termes d'activité, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Allez, on te suit. On va rester accroché à ce que tu vas nous dire. Il faut suivre. Ouais. Alors, comme j'ai expliqué, j'étais athlète de haut niveau, donc j'ai quand même fait la majorité de mon activité mon activité extra professionnelle se résumait beaucoup à l'athlétisme au début. Ok. Quelle discipline? 100 mètres. Je faisais du 100 mètres. Okay. Équipe de France, junior. J'en ai fait au moins... pendant 20 ans au moins de l'athlétisme. Donc, toute ma vie se résumait à l'athlétisme. Wow. Oui, toute ma vie, les stages, les compétitions. J'étais en pôle France. Il y avait un pôle France qui était installé à l'époque au lycée de Bellevue. Ma mère aussi était dans l'athlétisme. Elle était à la ligue d'athlétisme aussi. Donc, on était vraiment à 200% dans le milieu de l'athlétisme. Et puis, il y a eu un moment... je dirais que changement de vie, évolution aussi de la femme que je suis. J'ai estimé que j'avais envie de voyager et puis j'ai coupé beaucoup le lien avec le monde de l'athlétisme. Je dirais que c'est parce que j'étais une autre femme, j'ai évolué. Okay. Donc, et c'est de quel âge à quel âge à peu près l'athlétisme? C'est toute cette vie-là dédiée à l'athlétisme? Je dirais que c'est de mes 6 ans à mes 26 ans. Ok, voilà. Intéressant. Voilà, 6 ans, 26 ans, où on vit, on dort, on se réveille le matin à 5 heures, on va en cours, mais après, on sait qu'on a entraînement jusqu'à 21h le soir. Ma mère, que je remercie d'ailleurs, qui s'est vraiment dévouée à mon univers, parce qu'au final, tous les soirs, quand
finalement tu es au collège et lycée, que tous les soirs tu rentres chez toi à 22h, 22h30 parce que les entraînements se terminent à 21h, 21h30. Derrière, il faut rentrer chez soi, il y a le trajet, il faut manger, il faut dîner le soir. Faire ses devoirs éventuellement. Les devoirs, éventuellement. On en parle des devoirs éventuellement. C'est parce même pas éventuellement en réalité. Parce qu'au final, ça a été aussi un déclic aussi pour moi après l'athlétisme. Parce que j'ai toujours été, entre guillemets, une étudiante moyenne, on va dire ça, malgré les critères de mon lycée, qui étaient quand même assez élevés. J'étais une étudiante moyenne. Et je me dis, mais j'avoue que ça m'a toujours un peu embêtée. Parce que je me suis... On va dire que je me mettais pas la pression, mais ça m'embêtait d'être aussi moyenne, en fait, à l'école. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas si moyenne, en fait, après avoir arrêté le sport. C'était simplement que j'étais fatiguée. Oui. J'étais fatiguée et que mon corps, pour réussir à suivre le rythme... on n'en parle pas suffisamment, moi, je trouve, des athlètes de haut niveau et toutes des concessions qu'il faut faire quand on veut réussir en tant qu'athlète et en tant que sportif de haut niveau. Et je trouve que les sportifs de haut niveau, ils ne sont pas assez reconnus pour les efforts qu'ils font. Et quand je vois comment en France, ils ne sont pas payés, ils sont en précarité et les efforts que ça demande, bien sûr. je me dis, mais les gens, ils savent pas c'est quoi une vie de sportif de haut niveau. Bien sûr. Parce que le soir, des fois, je mangeais pas. J'étais trop fatiguée pour manger. Même manger, dîner le soir, j'étais trop fatiguée. C'est-à-dire, quand ma mère me récupérait dans la voiture, je dormais déjà. Des fois, elle devait même me porter pour aller au lit. Et le matin, comme j'étais très loin, puisque le pôle France, il n'y en avait qu'un seul, il fallait faire beaucoup de routes. Il y avait des embouteillages, donc je me réveillais très tôt. Je partais très tôt. Et comme je dis, les devoirs, c'était peut-être. J'étais trop fatiguée pour faire des devoirs. Bien sûr. Trop fatiguée pour faire des devoirs. Trop fatiguée pour me réveiller à 5h, arriver en cours à 7h, pour finir à 21h. Mes journées, c'était 5h, 21h30, 22h. Et j'avais... à l'époque, j'avais 13 ans, 14 ans, enfin, je ne sais plus, le lycée, c'est 16 ans, mais le problème, c'est que ça a commencé un petit peu plus tôt vers le collège, donc j'avais déjà à peu près ce rythme-là. D'accord. Et comment tu as su tenir ? Avec des parents qui encadrent, qui soutiennent, qui donnent des compléments alimentaires, qui boostent, qui te permettent de te reposer à même 2 minutes dans la voiture, parce que mine de rien, même tous les soirs où j'ai dormi dans la voiture avant d'arriver, ça m'a aidé. Donc c'est vraiment top d'avoir... Enfin, moi, je dis souvent que on ne se rend pas compte, mais maintenant que moi je suis mère, je me rends compte des sacrifices que ma mère a dû faire pour que je puisse suivre en tout cas pendant 20 ans cette vie. Oui, je le dis souvent ça, que en fait on comprend, quand on est enfant on a tendance à juger nos parents, mais le moment où tu vas commencer à les comprendre, c'est dès que tu arrives dans leurs chaussures, entre guillemets, dans leur l'âge où tu mets les choses en perspective. Là, tu te tais et c'est souvent les moments où tu vas voir que tu prends le téléphone et tu vas leur dire tu vas leur envoyer des messages où tu vas merci. Et tu dis tu vas commencer à poser des questions, comment t'as fait. Là où tu commences à leur rendre tout le jugement que tu as pu avoir, tu te demandes pardon, tu leur demandes même pardon. Exact. Parce que tu comprenais pas et tu ne pouvais pas comprendre parce que tu n'as jamais vécu ça. Exact. Et du coup, c'est très, très intéressant. Et je vais, comme je sais que tu as beaucoup d'activités extra-professionnelles, je vais te demander de parler des autres. Oui. D'accord. Alors, disons que j'ai un peu tout essayé. J'ai même fait du basket à un moment, que j'ai beaucoup aimé. Ah, moi aussi, j'ai fait du basket. Je fais du basket 2 ans dans un club. J'ai beaucoup aimé. Je suis quand je décide de m'investir dans une passion, j'essaie d'être la plus rigoureuse possible. Okay. Après, je ne garantis pas que cette passion peut durer 15 ans, 20 ans.
Après, j'accepte aussi que malheureusement, il y a des aléas. J'ai fait du basket 2 ans, après j'ai dû partir, j'ai déménagé en métropole, en Hexagone. Après, j'ai fait aussi du Viet Vo Dao. Oui. J'en ai fait pendant Moi 2 aussi. ans. Et bon, on vient d'en parler tout à l'heure, mais c'est Voilà. c'est vrai. Donc, on a 2 choses déjà en commun, basket et Viet Vo Dao. Voilà, le Viet Vo Dao, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du kung-fu vietnamien. Ouais. Ça faisait un moment, j'étais surtout intéressée par le kung-fu, mais malheureusement, dans Martinique, c'était pas forcément très développé, et par contre, le Viet Vo Dao était très développé, et j'y ai trouvé, en tout cas, ce que je cherchais, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Et puis, finalement, après, je suis tombée enceinte, donc malheureusement, j'ai eu ma grossesse, donc j'ai pas pu suivre, parce qu'après, comme j'expliquais, toutes les questions d'organisation, et quand on est maman qui vient d'accoucher, il faut trouver le temps, parce que souvent on critique les mamans, oui, mais elles font pas de sport, oui, mais si, etc. Mais au final, il faut une organisation de militaire, il faut trouver le temps, et puis surtout, il faut trouver de l'énergie. Parce que quand on est maman, jeune maman, et que, au final, il y a l'activité professionnelle, et que derrière, on veut faire des activités extra, à un moment, il faut pouvoir s'occuper de son enfant, il faut passer du temps avec lui. Et après, avec la journée, on est très fatigué, on n'a pas forcément envie d'aller faire du sport. Bien sûr. Donc, c'est vraiment une lutte perpétuelle avec soi, ouais, bien sûr. en fait, ouais. pour être rigoureux, organisé, et puis se dire, là, c'est bon, il faut que je me lève, il faut que je fasse ça, parce que sinon... Et ce qui est génial, en plus, c'est que quand on le fait, on se dit finalement, heureusement que je l'avais fait. Exactement. Et c'était génial, mais il faut encore trouver la motivation pour y aller après une journée de professionnelle, plus de maman, une deuxième journée, en fait. Une deuxième journée. Je comprends. Donc, totalement. y a eu le Viet Vo Dao que malheureusement, j'ai pas pu continuer après la grossesse, faute d'organisation, je vais le dire tout simplement. Oui. Et puis, ce n'est que lorsque mon fils a eu à peu près 3 ans, là où il était un petit peu plus autonome, et puis commençait vraiment une vraie activité, il m'a demandé du karaté, il m'a demandé aussi du foot. Et je me suis dit, tiens, mon fils, il aime le foot. Son père aussi aime le foot. Bon, tant qu'à faire, on va un petit peu regarder ce que ça donne au foot. Et puis finalement, j'ai vu que c'était une activité qui était très plaisante, parce qu'il faut dire qu'après 20 ans de sport individuel, le cerveau a un peu plus de mal à s'adapter au sport collectif. J'ai eu, j'avoue, même pour le basket, cette difficulté en tout cas de m'adapter au sport collectif. Oui. Mais au final, je me suis dit, mais en fait, on y prend beaucoup de plaisir au sport collectif. C'est quelque chose que j'ai découvert très tard, parce que j'ai jamais été, on va dire, mon cerveau n'a pas été conditionné avec le sport collectif. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que ça fait partie des choses que j'ai appris une fois, et une de mes anciennes collègues qui m'a dit, Yannick, tu sais, pour le développement complet d'un enfant, il faut le mettre dans un sport collectif et dans un sport individuel. Mais je pense que c'est vrai. Tu vois, parce que cet aspect-là, l'aspect compétition, l'aspect dépassement de soi, et l'aspect teamwork, travailler en équipe, et ça forme et ça forge déjà. Exactly. C'est très intéressant. C'est un autre... Le cerveau, il fonctionne différemment. Bien sûr. Différemment, et même parce que moi j'ai toujours été dans l'athlétisme, donc du coup c'est très individuel, ça forge mais énormément. Là on pense en fait ce qui est génial en fait avec les sports individuels comme l'athlétisme, c'est qu'il y a une force qui se crée en soi sur le dépassement de soi, où on n'a pas forcément besoin d'attendre sur l'autre, et qu'on sait qu'on est obligé de fournir des efforts complémentaires si on veut arriver à notre objectif. Et ça, c'est quelque chose que moi je remercie toute ma vie, ma mère, de m'avoir mise en athlétisme. Waouh. Merci, toute ma vie. Merci maman. Marie-Angèle, elle s'appelle. Marie-Angèle, merci. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui forme. Et mon fils, donc du coup, pour revenir, m'a demandé le foot. Donc j'ai dit, bon, tant qu'à faire, tous les enfants en général, ils aiment bien le foot, je vais m'y mettre.
Et en l'emmenant, je me suis dit, il a l'air de beaucoup s'amuser. Moi aussi, je vais m'inscrire. Donc, du coup, je me suis inscrite dans un club de foot. C'est du futsal, exactement. Un club de futsal féminin. Et j'ai commencé à faire du foot quand lui faisait du foot aussi. Parce que je suis un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que je trouve que ça me permet de me connecter à ma famille. Ça fait partie de, je dirais... d'un point de ma personnalité, j'estime que quand quelqu'un qui m'est proche fait une activité, j'ai envie de savoir ce qu'il ressent. Et aussi, j'ai envie de partager ce qu'il ressent. Parce que quand maintenant mon fils me parle de, je sais pas, d'une touche ou d'un cadrage raté, d'une passe en retrait, je sais de quoi il parle en fait. Je suis pas genre une maman paumée qui dépose juste son fils. Et en plus, quand on connaît en plus le champ dans lequel son enfant évolue, ou sa famille, ou son compagnon, ça permet aussi beaucoup plus de proximité. Et puis, ça permet aussi de faire des petits débriefs après et tout. Bon, après, maintenant, je trouve que je commence à être un peu trop engagée. Parce que je suis la maman qui crie et tout, et je vois les autres parents qui font mais c'est qui elle et pourquoi elle crie? Parce qu'en plus, oui, je suis arbitre de foot maintenant. Ah oui, c'est vrai. Oh oui. Là là, parce qu'entre-temps, je me suis dit autant aller jusqu'au bout dans la démarche, parce que c'est bien de jouer, mais il faut aussi maîtriser les règles. Donc, pourquoi pas se lancer? Il y avait une formation, j'ai contacté un club, il m'a dit ok, pas de souci, ils me suivent, ils me forment. Et que je remercie d'ailleurs. Et c'est aussi le même club avec lequel j'ai fait de l'athlétisme pendant 20 ans. Donc, j'ai une affinité, on va dire, pour ce club. Oui. Et je les ai contactés. Ils étaient très surpris d'ailleurs. Quel club d'ailleurs? Alors, c'est un club de la Martinique qui s'appelle l'Aiglon du Lamentin. Voilà, j'ai fait toute ma vie de sportive à l'Aiglon du Lamentin. D'accord. Et au moment de les contacter, je dis, ils me disent, bienvenue. Enfin, ils me connaissaient déjà d'ailleurs. et je leur dis que c'est pour le foot. Ils me disent, quoi? Comment? Ils comprennent pas, quoi. Moi, je fais de l'athlétisme à la base. J'ai dit, maintenant, c'est le foot qui m'intéresse et tout. Bon, j'ai fini ma carrière d'athlétisme et tout. Ils m'ont dit, pas de souci, on te suit dessus. Et j'ai beaucoup aimé parce que comme on a déjà cette affinité avec ce club, ils se sont dit, super, en plus les femmes arbitres, on n'est pas nombreuses non plus, nous ne sommes pas nombreuses, donc c'est toujours très agréable d'avoir une femme arbitre, et de plus dans le club. Et là, du coup, maintenant, ça me permet aussi d'avoir de la hauteur et une autre vision, en tout cas, quand mon fils joue, quand on parle de foot. Et puis, du coup, j'aime bien regarder les matchs de foot maintenant, maintenant. Ça m'a créé une nouvelle passion, on va dire. Je peux pas dire que je suis à 200% comme j'étais en athlétisme, parce que c'était une autre vie, et puis que finalement je suis une adulte, et puis il y a le boulot, il y a la vie de maman aussi derrière, mais ça me procure beaucoup de plaisir. Je peux le dire, le foot, ça me procure du plaisir pour regarder, regarder mon fils évoluer, et même si j'ai l'air d'une folle à côté du terrain, mais bon... Je pense que les parents, ils sont habitués maintenant. Quand je crie, je crie. Et ton fils lui-même le prend comment, ça, cette passion parce que tu disais que tu l'as fait pour créer du lien avec lui. Et comment il le perçoit? Est-ce qu'il voudrait que tu sois moins investi? Est-ce qu'il voudrait que tu sois plus investi? Comment il le prend? Quel est le rapport? Tout est question de dosage, je dirais. Parce que je pense qu'il est très content, parce qu'il y a des parents qui déposent juste leur fils et qui reviennent. Moi, je suis la maman, et c'est pas forcément parce que je suis maman poule, c'est simplement parce que j'estime que j'ai envie de voir comment il évolue aussi dans son activité. Est-ce qu'il progresse? Comment il effectue ses déplacements sur le terrain, etc. Donc, pour cette partie où je suis présente, il est très content. Je pense qu'il est fier d'avoir une maman qui investit, qui est sur le terrain. Moi, quand je suis sur le terrain, je suis vraiment sur le terrain, quoi. Je suis aux abords du terrain, je lui donne son eau, je suis même sa coach 2, quoi. Et s'il faut... Voilà, il a sa coach personnelle pour lui. Donc, je pense que là, il est très fier. Par contre, là où je dépasse un peu les bornes, c'est quand je commence à crier dans les matchs. Des fois, je me dis, il a que 5 ans. Je veux pas devenir le genre de parent là, qui crie dans les matchs et tout. Et là, des fois, je le vois, il me fait chut.
Ah, ça suffit. Là, tu dépasses Ouais, là, les bornes. tu dépasses. Là, il sait me recadrer. Donc là, quand il me fait ça, là, je vais dans mon coin Ouais. et puis j'essaie de me taire jusqu'à la fin du match. J'essaie, je dis Ouais, bien, j'essaie. Mais voilà. Mais c'est très drôle parce que je vois les autres parents et même les entraîneurs, ils sont super amusés, quoi. Ouais, non, mais mais je trouve ça très, très intéressant, cette démarche que tu as et surtout aussi cette sportivité que tu as eue et que tu as gardée et qui te permet aujourd'hui de créer du lien avec ton fils et de pouvoir le pousser. C'est très, très, très important parce que j'ai le cousin de ma femme qui m'a raconté une histoire comme ça. Et qui me disait, lui, quand il avait envie de faire un sport, son père a acheté des articles de sport, ou je ne sais plus quel sport, je crois que c'était taekwondo ou je ne sais quoi. Et il l'avait mis au taekwondo. Et plusieurs années plus tard, le père vient se moquer de lui. Et il dit non, mais pourquoi en fait, le père se moque de lui et dit tu n'as jamais rien fait au sport. Il dit oui, mais tu n'es jamais venu me voir. Oui, c'est Tu vois, ça. Donc c'est C'est très, ça. très, 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 très intéressant cet aspect-là que tu Ouais, c'est racontes. ça. Et ok, donc sport, donc je vois clairement l'aspect sportif et maman. Quelles sont tes autres activités? Parce que je sais que tu en as pas mal. Moi, je pourrais déjà mentionner la moto. Ah oui, ah oui, ah oui. La La moto. moto. La moto, c'est une longue histoire, la moto. La moto, c'est devenu une activité parce qu'en partie, ça devait être ma future profession. Oui, c'est vrai. Oui, parce C'est que vrai. j'avais un projet. J'ai eu, bon, comme tous les jeunes, hein, nous sommes tous passés par plusieurs phases. Au début, je voulais être archéologue, après, je voulais être journaliste. Après, je me suis dit que je serais motarde Oui. à la gendarmerie nationale. Oui, oui, Ça, oui. c'était en 2002. 2002, c'était il y a longtemps déjà. Et je me suis dit, bien, je veux être motarde. Ouais, ouais. Alors, comment ça m'est venu? Aucune idée. Je ne sais pas comment je suis arrivée au fait que je voulais être motarde. Peut-être parce que l'univers militaire me plaisait, mais pas trop. Donc la gendarmerie, c'était un peu les militaires, mais pas trop. Mhm. Je savais que je voulais pas intégrer la police et c'était la gendarmerie qui m'intéressait spécialement. Ouais. Et c'était l'unité motarde qui m'intéressait. Mhm. Après, il faut dire aussi que dans mon quartier, mes cousins roulaient beaucoup à moto. Donc, mes après-midi, ça pouvait être des après-midi où j'arrivais pas à faire de sieste parce que j'entendais des motos toute la journée. Toute la journée. Ok. Toute la journée tous les après-midi. Oui, parce que le matin, ils dormaient. Donc, en général, c'était les après-midi jusqu'à 20h, 21h. Il y avait des motos. Et je me suis dit, un jour, je vais rouler à moto. Ça, je savais déjà ça très tôt, que j'allais rouler à moto. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien que ma passion se combine avec mon métier. Et j'avais décidé que je serais motarde. Donc, en passant le concours de la gendarmerie, c'était un concours de sous-officier que j'ai eu, mais je ne me suis pas suffisamment renseignée. Et en me renseignant, on m'explique que, en tant que femme, déjà à l'époque, il n'y avait pas de structure adapté pour les femmes motardes et qu'en plus ça allait être compliqué en termes de logistique, toilettes, etc. Donc il n'y avait pas de femmes dans l'unité de motarde pour être motarde et qu'en plus j'avais pas la taille requise pour être motarde, en tout cas dans cette unité-là. Dans certaines unités, il faut une taille supplémentaire. Ce que je peux comprendre puisque au final, pour les motos de la gendarmerie qui sont assez grandes quand même, la taille c'est quand même important. Oui. Pour certaines motos, bien que au final le temps m'a montré que j'ai quand même acheté une moto qui était bien trop grande pour moi et que j'ai quand même réussi à gérer. Mais bon, après les exercices de la gendarmerie et le commun des mortels des motards, c'est un autre monde. Oui. Donc tout ça pour dire que la moto, ça a débuté comme ça. Donc j'ai passé mon permis très jeune. J'avais 18 ans quand j'ai passé mon permis parce que je voulais absolument être motarde. Et très tôt, j'ai commencé à rouler à moto dans plusieurs pays.
puisque j'ai beaucoup voyagé. Oui, c'est vrai aussi. Donc, faut absolument qu'on en parle de ça. Oui, absolument. aussi. Quand j'y pensais, je pense que j'ai une question très très spéciale que j'ai préparée pour toi sur cet aspect-là. Donc, faut qu'on en parle. Bon, ben je vais attendre alors. Et donc du coup, j'ai beaucoup roulé un peu partout. J'ai roulé à Paris, j'ai roulé à Londres, j'ai roulé en Thaïlande. Et toujours sur des gros cylindrés ou Non, des petites, alors, même des scooters? Alors non, pas de scooter. Moi, toi, tu vas franco. Oui. En général, on aime lancer des petits pics entre motards. J'avoue que les motards, ils aiment bien lancer des petits pics pour dire ouais, mais moi, je roule pas en scooter. Parce qu'un motard, en général, on se charrie dessus. On fait bon, en fonction de la moto que tu roules. C'est très hiérarchisé, le monde des motards. Bien sûr, quand on les connaît bien. C'est hiérarchisé par catégorie de moto, c'est hiérarchisé par type de moto, c'est hiérarchisé par marque de moto. Il y a certaines marques qui forcément des fois ne discutent pas avec d'autres marques. Et puis voilà quoi, parce que tout le monde se bat pour sa marque et puis ils estiment tous que cette marque est meilleure que l'autre. Bien sûr. Moi je suis juste motarde. Mais j'avoue que les scooters c'est pas trop mon truc. D'accord. C'est pas trop mon truc. Sans faire de pub, à des marques, du coup toi, quelles sont les marques que tu as possédées? Que tu as possédées. Ducati. Ok. Extrême précision, fiabilité, bien que certaines personnes pensent que bon, ça ne démarre pas, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de préjugés sur les Ducati, mais en tout cas, je ne peux pas dire que j'ai eu ma Ducati qu'un jour elle n'a pas démarré. Elle a toujours démarré. Moi, j'ai trouvé que c'était la moto la plus précise que j'ai eue. En termes de conduite. C'était pas forcément la plus confortable parce que en plus j'avais pris une selle qui était ingérable. Elle était tellement dure qu'après une journée à moto que j'avais plus de fesses, c'était fini. Il y a des motos qui sont très inconfortables. Donc je ne vais pas la citer en termes de confort, mais en termes de précision de conduite, si tu sais que tu veux freiner dans 10 mètres, tu auras freiné dans 10 mètres. Ça, c'est une moto qui est sûre et fiable. J'ai aussi Triumph. Pareil, Daytona 675R pour ceux qui s'y connaissent. C'est également une moto de précision qui est extraordinaire. C'est une moto qui... Je pense que c'est la meilleure moto que j'ai eue de ma vie. C'est une moto qui, en termes de la partie cycle, qui est extraordinaire. Il y a une souplesse, mais tout en étant précise également. C'est pas rigide. Le freinage, voilà. Mais après, ce qui est important avec une moto, ce sont les équipements. Quand on choisit une moto, je ne peux pas dire que je parlerai de marque. Je parlerai plutôt d'équipement. Et aussi d'entretien. C'est ce qui est important en fait le plus dans une moto. C'est comment tu l'équipes. Déjà, comment tu l'as choisi par rapport à ce que tu comptes en faire. Où tu vis, ce que tu comptes en faire. Est-ce que ce sera pour plus de la détente? Est-ce que ce sera un petit peu plus sportif? Ce que tu comptes faire avec? Est-ce que c'est juste pour de la frime? Parce que oui, il y a des gens qui achètent des motos que pour la frime, il faut le dire. Il y a des gens qui l'achètent... Moi, je pense que si j'en achète une, ça sera pour la détente et la frime. Voilà. Donc, chacun ses objectifs quand il achète une moto. Bien sûr. Maintenant, c'est une question d'adéquation, de pertinence, en fonction de ce qu'on veut. Et puis, surtout, quand tu sais que, par exemple, tu veux une moto parce que tu sais que tu vas peut-être rouler un petit peu vite avec, bah, tu choisis des équipements de qualité. Et aussi tu fais ton entretien. Parce qu'autrement tu peux pas attendre d'une moto un résultat optimum s'il n'y a pas d'entretien et s'il n'y a pas d'équipement de qualité dessus. Bien sûr. C'est parce qu'il faut pas oublier que la moto c'est pas une voiture, t'as pas de carrosserie, tu as un casque. Si tu as de la chance, tu es très bien équipé. Et si tu as de la chance, on t'a pas vendu de la merde. Parce que oui, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que tu penses avoir acheté des choses de qualité qui ne sont pas de qualité. Donc, il faut aussi faire attention. Il faut beaucoup regarder. Quand tu fais de la moto, tu passes énormément de temps sur YouTube à regarder les équipements, les casques, les crash tests, les tests des casques à cette allure. Et souvent...
des personnes achètent des équipements qui ne sont pas adaptés à ce qu'ils veulent faire. Ok, d'accord. Ah, c'est Donc, très intéressant ça. Oui. C'est très Ah, intéressant. moi, ça. je fais de la moto depuis 20 ans. Ouais, c'est ce que tu Donc, disais. en 20 ans, je suis passée de débutante à experte de moto simple, de moto 200, toujours des motos, pas de scooter. Je suis pas scooter du tout. Après, loin de moi, l'idée de vexer les fans d'XADV ou de T-Max et tout. Hein, idem, ils ont leur groupe. Ouais, ils ont leur... ouais. Il y a un monde là-bas. Il y a un monde, c'est leur monde. Moi, je respecte. Je respecte. Perso, moi, j'aime la sensation de passer des vitesses. J'aime la sensation de certaines motos qu'un scooter ne peut pas me donner. Bien sûr. Même si c'est un scooter surpuissant. Bien sûr. Parce que là, si on regarde aussi comment ça évolue, les scooters, les grosses cylindrées, ils rajoutent des choses. Un scooter, ça peut même aussi... c'est aussi puissant qu'une moto. Bien sûr. Donc, je le vois. Et d'ailleurs, bon, c'est pour la petite histoire. C'est pour ça que même souvent, certaines de ces motos-là sont déjà beaucoup volées. Exact. Et sont aussi utilisées dans des vols, des cambriolages, parce qu'elles sont très puissantes, ça démarre très vite et ça permet de disparaître. Et l'avantage des scooters aussi, c'est qu'il y a du coffre. Donc, il y a des choses comme qu'à moto, on est toujours obligé d'avoir des petits sacs à dos. Alors qu'en scooter, vous avez votre coffre, vous pouvez tout ranger, vous pouvez ranger votre casque, etc. Ouais, c'est vrai. Mais, comme je dis, chacun son monde, chacun ses choix. Si on sait ce qu'on veut. Oui. Si on choisit une moto, le mieux, c'est qu'elle soit en adéquation avec nos besoins. Bien sûr. Voilà. Ok. Et donc là, c'est l'aspect moto. Oui, donc, et j'ai oublié de préciser dans l'aspect moto, c'est qu'après des années, quand j'ai voulu un petit peu vraiment on va dire que la moto, ça a toujours fait partie de ma vie, plus ou moins. Oui. Mais il y a eu un moment où j'ai voulu passer une étape, où on a décidé de créer une association de femmes motardes. Bien sûr. En Martinique, qui s'appelle Femme Mada Bike. Et là encore, on est passé à un autre niveau, parce qu'on est passé dans la transmission. On est passé dans le fait qu'on avait envie de montrer aux femmes que celles qui ne voulaient pas forcément ou qui ne savaient pas comment se faire, on a commencé à organiser des événements pour leur dire mais vous pouvez oser aussi. Si nous on a fait, vous pouvez le faire. Donc on a commencé à organiser des événements autour de cette thématique et puis on a commencé à réaliser d'autres types d'événements et de sorties pour les autres femmes également. Et on a créé un club qui s'appelle Femme Mada Bike. Ok. Et du coup, ça me permet quand même de revenir sur cet aspect-là où tu as voulu... Parce que l'autre fois, quand tu m'en as parlé, quand tu as voulu devenir motarde, gendarme, et que ce n'était pas adapté pour toi, moi, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Comment... bon, je sais que tu m'as dit que les choses ont changé maintenant. Oui. Maintenant, il y a des femmes qui sont motardes, oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Quel message ça te permet de communiquer à une jeune fille, à une jeune femme qui aspire à faire quelque chose, par exemple, et aujourd'hui, on lui dit que non, parce que tu es une femme, tu ne peux pas le faire? Alors déjà, ce que ça m'a inspiré déjà, c'est forcément de la frustration. Bien sûr. Beaucoup de frustration, parce que quand on s'imagine, on se projette quelque part, on se dit, finalement, on aimerait bien faire cette activité, et finalement, on se rend compte que c'est pas possible, et que surtout, ce n'est pas de notre ressort. Parce que des fois, on met tout en œuvre pour y arriver, et des fois aussi, ça fait partie des leçons de vie, hein. Mine de rien, de décider de mettre en œuvre des actions pour atteindre notre objectif et que finalement, soit la réglementation, la loi du pays ne te permet pas d'obtenir ce que tu souhaites. Mais il faut apprendre à vivre aussi avec la frustration. Il y a une forme de résilience qui doit se développer en chacun de nous en se disant, ça c'est pas fait, qu'est-ce que maintenant je vais mettre en place qui puisse me permettre peut-être d'avoir la même sensation, le même plaisir. C'est comme ça que finalement, j'ai développé la moto en loisir. Ça a été de la moto en loisir, ça a compensé. Et puis finalement, je me suis dit que, moi, comme je suis très résiliente, je me dis que forcément, il y a une raison. Il y a toujours une raison, peut-être qui m'échappe. Et je suis très croyante également. Donc forcément,
je ne peux pas écarter Dieu de l'équation. Bien sûr. Donc, je me dis que forcément, si ça ne s'est pas fait, il y a une raison. Maintenant, j'ai mis en place d'autres stratégies pour avoir du plaisir à moto et puis chercher une autre activité professionnelle qui pourrait me plaire. Ouais. Donc, voilà, il y a pas... Moi, ce que je dirais, c'est que à partir du moment où on arrive à trouver d'autres formes de stratégies pour finalement s'épanouir, même si ce n'est pas ce qu'on avait prévu au programme, ben écoutez, à partir du moment où on se sent bien, ben il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. On fait avec ce qui peut se faire. Ok. Voilà. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va parler on va reprendre un peu plus, même si on a déjà abordé de parties très très intéressantes dans ton parcours de vie. Là, je vais reprendre et on va le dérouler un peu comme une frise chronologique de ta vie, d'accord? Ok, je vais essayer de ne rien oublier. Non, mais t'inquiète, je pense que de toute façon, je pense que comme on s'est dit la dernière fois, pourquoi pas faire un épisode 2 voire 3, parce qu'il y a tellement de choses. Comme les gens on peut comprendre, Kelly fait tellement, et Kelly est tellement de choses et fait tellement de choses et a fait beaucoup de choses, donc il faut qu'on prenne le temps d'en parler. C'est ce que je trouve surtout, c'est que c'est très inspirant, et que moi je trouve, même qu'on soit homme ou femme, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer du parcours de vie que tu as en fait. D'accord. Et donc du coup, dans quel cercle familial tu as grandi? Tu nous as parlé tout à l'heure de ton père, de ta mère. Est-ce que tu m'as dit la dernière fois, c'est vrai que tu es fille unique, je m'en souviens maintenant. Tu es fille unique. Ok. De ma mère. Fille unique de ta mère. Ok, d'accord. Oui, parce que mon père, il a eu 2 enfants d'une autre femme. Oui. D'accord, ok. Et du coup, comment tu grandis dans ce cercle-là? Donc, fille unique, mais en même temps, tu as d'autres frères et sœurs. Comment déjà, qu'est-ce que ça définit? Comment ça te permet de grandir sur un aspect, on va dire, émotionnel, familial, environnemental, proche? Alors là, tu mets un point quand même... Là, tu titilles un peu les choses. Ouais. Je suis un peu comme ça. Oui, parce que, mine de rien, ça n'a pas... Je dirais que ça a été quand même assez difficile, cet aspect de ma vie, quand même. Oui, je dirais, parce que pour plusieurs raisons, en fait. D'une part, parce que la séparation de mes parents a été très difficile, assez conflictuelle. Vraiment, je dirais que... ils n'ont pas eu une relation simple. Et la séparation a été très tendue. Et moi, je me suis retrouvée un petit peu entre les deux. Chacun qui essayait de me faire passer leur point de vue, et pour ça, et pour ci. Et personnellement, avec le recul, moi, j'ai trouvé qu'ils ont très mal géré. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bon... d'un côté ou de l'autre, parce que les deux critiquaient, les deux voulaient que je sois de leur côté, etc. Et j'avais la crainte de me retrouver au tribunal où on me demande avec qui je veux vivre. C'était ma hantise. Je me suis dit, je ne veux surtout pas qu'on me pose cette question, je ne veux surtout pas qu'on y arrive. Et ça a été très difficile pour moi, leur séparation. Et, tu avais quel âge? Je devais avoir peut-être 5-6 ans. Ok, d'accord. 5-6 ans. Donc, tout ce qui va avec. Après, il faut changer de maison. Il faut se réhabituer à un nouvel environnement. J'avais ma chambre. Du jour au lendemain, j'ai plus de chambre. Il faut repartir à zéro, reconstruire. Ma mère a dû reconstruire sa maison. Donc, ça a fait beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements, beaucoup de tensions. Et... c'est une période de ma vie que je n'ai pas aimée et que j'ai beaucoup réfléchi. Quand j'étais jeune, je me disais, il ne faut surtout pas que ça se passe comme ça. Si un jour, je devais me séparer du père de mon fils. Il faut vraiment que ça se passe en fluidité, que mon fils n'en souffre pas, etc. Parce que je n'ai vraiment pas aimé cette partie de ma vie. Et il y a aussi l'aspect aussi d'être élevé en famille monoparentale, ce qui est très courant
aux Antilles. Oui, oui, oui. Ce qui fait que ça amène une dynamique mère-fille assez particulière, je dirais. Parce que forcément, il n'y a pas le père qui est là, qui peut faire la balance ou l'équilibre. Donc, ça crée une autre dynamique. Comme je dis, moi, ma mère, elle m'a élevée comme elle pouvait. Elle a commis des erreurs comme tout parent. Bien sûr. Mais elle a été présente pour moi. Elle s'est investie. Comme j'ai dit, j'ai une carrière. Elle s'est donnée. Mais forcément, elle ne pouvait pas être parfaite sur tous les champs. Bien sûr. Voilà, c'est aussi ça. On le découvre plus tard que c'est aussi ça être parent. C'est de faire du mieux qu'on peut. Et qu'on ne peut pas être parfait sur tous les plans. Et il faut accepter, avec le recul, quand finalement tu deviens maman, tu te rends compte que finalement, elle a quand même bien joué son coup. Okay. Voilà, parce que être mère célibataire élevant un enfant, seule, une fille seule, c'est pas tous les jours facile. Voilà. Donc, moi, je peux pas dire que ça a été une période agréable de ma vie. On a fait comme on a pu à deux. On s'en est sorti, elle s'en sort bien. Moi, j'estime qu'elle m'a éduquée correctement, qu'elle m'a permis de devenir la femme que je suis. Mon père aussi, il a contribué, peut-être pas suffisamment sur le plan émotionnel, sur ces choses-là. Mais je ne peux pas lui reprocher parce que mon père, lui, c'était plus la partie finance, etc. D'accord. Je ne peux pas lui reprocher parce que aux Antilles, c'est un peu comme ça. Ça évolue, les mentalités, c'est en train d'évoluer. Le père est en train de prendre la place qu'il faut. Mais à mon époque, non. Un père, c'était vraiment l'aspect que finance. Voilà. Et malheureusement, comme on dit souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Exactement. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis là. Donc, à partir de ce moment, j'estime qu'il a fait comme il a pu avec ce qu'il avait. C'est très intéressant. Et c'est important, et c'est très intéressant que tu aies ce recul-là maintenant, je pense. Et comme on disait, c'est que forcément, c'est que quand tu as grandi que tu peux... forcément. Ouais, parce que quand tu le vis, c'est pas marrant, c'est pas agréable du tout. Quand tu es jeune, non. Quand tu es jeune... Et qu'est-ce qui t'a permis de mettre des mots là-dessus ? Alors déjà, je pense que les voyages, ça a beaucoup aidé. Ah, oui, c'est vrai. Le fait d'avoir voyagé déjà. Parce que finalement, on se rend compte que le système parents, enfants, famille, comme on l'imagine, n'est pas le même dans tous les pays déjà. Ah. Donc déjà, on se dit, on a grandi avec cette vision, mais en fait, la vision de ce qu'on pense ici en France, n'est pas la vision, par exemple, de la Thaïlande, de Londres, etc., des pays occidentaux par rapport aux pays asiatiques et des pays africains. Donc, on se dit, mais en fait, pourquoi je cible dessus et que je focus dessus, alors qu'en fait, ça pourrait être autrement ou que... Il y a des choses que je pourrais lâcher prise, en fait. Okay. Donc, déjà, par rapport à ça. Et puis, je pense que c'est principalement les voyages qui m'ont permis d'appréhender les choses autrement. Et puis, mon parcours de vie, rencontrer des nouvelles personnes, discuter, échanger. Voilà, et puis je suis quelqu'un... Guérir aussi de ses blessures. Oui. J'ai beaucoup... Quand je parle des voyages, je parle aussi de beaucoup d'expériences que j'ai eues, notamment en Thaïlande, où je suis allée dans beaucoup de monastères. En Inde aussi, où j'ai fait des ashrams. J'ai fait beaucoup de méditation et donc de l'introspection. Ça permet aussi de savoir qui on est, ce qu'on attend, et puis est-ce qu'on n'attend pas un peu trop de l'autre ? Parce que des fois, les réponses, elles sont soi, et on a tendance à penser que la réponse va venir de l'extérieur. Wow. Alors qu'en fait, la réponse, on l'avait déjà depuis très longtemps. Yes. Et ça nous fait, entre guillemets, stagner sur certaines choses, alors qu'on avait déjà la réponse, c'est la solution en nous. C'est génial ce que tu dis. Honnêtement, je pense qu'à un moment, je dis pas d'être dur, il faut pas non plus être trop dur avec soi. Il faut des fois lâcher prise, mais des fois la réponse elle est en nous. Ok. Voilà. Okay. Très très intéressant.
Je suis totalement d'accord parce que c'est vraiment ce que je pense. C'est que moi aussi, pendant longtemps, j'ai cherché beaucoup de réponses à ma vie, à mon existence. Mais sauf que j'ai toujours quand même été quelqu'un d'introverti. Mais dans l'introversion, je cherchais quand même des réponses clés, ma mission de vie, ma vision, mes valeurs. En fait, étant parfois aussi un peu influençable, tu attends toujours que la réponse vienne des autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai commencé à faire confiance à ce qu'il y avait là dans les tripes, c'est là où, en fait, j'étais totalement en adéquation avec moi et j'avais justement une niaque, une force pour faire les choses. Et franchement, c'est très, très intéressant. Et j'ai une question, du coup, sur... ok, donc tu as les voyages t'ont permis de guérir et d'appréhender la chose autrement, comme tu l'as dit. Et des personnes aussi. Des fois, moi, je pense qu'il y a des personnes clés qu'on rencontre dans notre vie. Waouh. Et moi, je peux citer des personnes qui ont été vraiment clés. Je parle en dehors de ma famille, du socle familial. Oui. Je pense que déjà, il y a eu un professeur. Je peux pas dire que c'est une personne clé, mais ça a été une phrase clé. Ça a été un déclic. Ok. Qui a dit un jour, qui a repris une citation, parce que j'ai compris qu'après c'était une citation, mais des fois il y a des personnes comme ça qui te lancent des phrases clés et qui ont un impact profond chez toi. Oui. Et il avait dit cette chose, il avait dit il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Wow. Et je devais être au collège. Je pense que je devais être en 3e au collège. Et c'est un prof de quoi ? Honnêtement, je ne me rappelle plus. D'accord. Je me rappelle plus. Je me rappelle juste de la phrase. C'est pour ça que je dis que c'était pas une personne clé, mais c'était un instant clé. Okay. C'était un instant clé. Il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Wow. Et après, bon, j'ai vu que c'était une citation qui était quand même... Je ne me rappelle plus. Okay. À l'époque, j'avais fait des recherches, mais bien sûr, comme je fais tellement de choses, j'avoue que il y a des fois, je n'arrive pas. Ouais. Je suis très admirative quand je vois que les personnes arrivent à citer les dates, les personnes, etc. Ouais. Moi, je me dis, bon, je sais pas comment ils font, mais moi, mon cerveau, je pense que certaines fois, il éjecte certaines informations pour libérer de l'espace, comme un disque dur. Mais en fait, il a dit ça un moment en classe, et ça m'avait beaucoup touchée parce que je pense que c'est une citation que je pense qui a été ancrée en moi. À partir du moment où j'ai découvert cette citation, j'ai compris qu'il fallait que je change beaucoup de choses dans ma manière de me projeter dans mes projets, dans ce que je voulais atteindre, ce que je voulais faire. Et souvent, il y a des personnes qui me disent « Ah oui, mais tu changes beaucoup, par exemple, d'emploi, ou tu changes beaucoup de pays, ou tu changes beaucoup d'activités. » Mais en fait, je dis « Je fais ce que je veux, en fait. » Ah, j'aime cette réponse. Mais oui, je fais ce que je veux. Ouais. Et ce qui est en adéquation avec la personne que je suis actuellement. Donc, si maintenant j'ai envie de faire ça et que c'est cette activité qui me permet de me développer à ce moment-là, c'est parce que c'est ce dont j'ai besoin. D'accord, ok. Maintenant. Oui. Et ce dont j'ai besoin maintenant, c'est pas forcément ce que j'aurais besoin dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans ou ce que j'avais besoin avant. Donc, des fois, il y a des personnes qui ne comprennent pas forcément, mais j'essaie de vivre. Alors, on ne peut pas vivre sans bien sûr, sans s'occuper du monde qui nous entoure. Ça, c'est évident. Parce qu'à un moment, j'ai eu cette phase où je m'en fous de tout, etc. Non, je ne suis pas dans cette dynamique-là, parce qu'on est obligé de composer avec notre environnement. On est obligé de composer, de s'adapter. Mais... j'essaie de me faire passer en priorité sur mes besoins sans forcément que ce soit forcément orienté par le regard ou la vie des autres. C'est-à-dire que je vais écouter la vie et si j'estime que cet avis a une plus-value dans mon projet ou dans ce que je souhaite faire ou dans mes ambitions, je vais l'intégrer. Sinon, ça restera simplement un avis. Voilà.
Tu as donné ton avis, je t'ai écouté, c'est très gentil, mais voilà. Okay. Je fais ce que je veux. Voilà. Et ça revient toujours à cette citation de mon professeur qui avait dit ça un jour en classe. Je me demande si c'est pas un professeur de mathématiques en plus, parce que ça n'avait rien à voir avec la discipline en question. Mais, et là, j'ai compris. Ça s'est éclairci, en fait. C'est ce moment-là où ça s'est éclairci. Je me suis dit, mais en fait, quelle est la véritable raison pour laquelle je veux faire ça? Et là, est-ce que c'est pour impressionner? Est-ce que c'est pour que les gens pensent que je suis ci? Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est pour ça? Et là, tu réorientes toute ta vie, en fait. Tu te dis, mais en fait, non, c'était pas pour les bonnes raisons, en fait. Waouh! J'ai quand même une question, parce que j'ai une chose tout à l'heure, quand on parlait dans l'introduction, quand on a parlé de l'aspect très sportif dans ta vie, l'athlétisme. Tu as dit, j'étais quand même moyen dans mes études. Mm-hmm. Est-ce que ça t'a permis de changer ta manière de faire les études, le fait d'avoir entendu cette phrase? Alors non, à l'époque, ce sont les projets qui ont changé. D'accord. C'est-à-dire ma vision des choses, ma vision de la vie, mes projets sur, par exemple, mes études, par exemple, sur mon métier, sur ce que je voulais vraiment faire, la femme que je voulais être plus tard. Mais sur l'aspect pratique et organisationnel au quotidien, je n'aurais pas pu faire grand-chose parce que j'étais déjà dans un système où j'étais déjà trop fatiguée. Trop fatiguée, la charge de travail était déjà trop intense pour faire quoi que ce soit. Ok, mais il y a une chose quand même intéressante que j'entends, et avec ce que tu viens de dire, que je réalise quand même, c'est que le fait d'avoir été discipliné et investi dans une activité déjà depuis l'âge de 6 ans, en fait, ça te donne aussi une force d'être un peu comme tu es aujourd'hui, cette capacité-là de faire plusieurs choses et d'être peut-être fatigué à faire les choses, être fatigué, mais les faire quand même. Bien sûr. C'est très, très intéressant. Moi, je pense que l'être humain et le cerveau, c'est un muscle. Le cerveau, c'est un muscle, ça c'est sûr. Mais en fait, je pense que l'être humain, on a des capacités insoupçonnées. Alors, je ne dis pas d'arriver au burn-out ou à la crise cardiaque. Il faut aussi prendre du temps pour soi, lâcher prise, faire des pauses. Mais je trouve que quand on regarde finalement les chefs d'entreprise qui ont réussi, où ils te parlent beaucoup de persévérance, quand on regarde les athlètes qui se donnent au quotidien, parce qu'on ne se rend pas compte de l'effort que c'est. Moi, j'ai eu de la chance de voir l'autre partie du tableau. Les gens, ils voient, les gens qui regardent par exemple certains sports ou certaines compétitions, ils voient 50 minutes de sport, une fois l'année, si ce sont les Jeux Olympiques ou si c'est le foot une fois de temps en temps. Mais ils ne voient pas tout le travail derrière qui est fait, le travail au-dessous. Et notre génération souffre beaucoup de ça d'ailleurs. On veut des choses vite, oui. Parce qu'on voit Lionel Messi. On ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Parce que quand on voit ces sportifs-là, on ne voit pas les heures d'entraînement derrière, on ne voit pas la rigueur en termes d'hygiène alimentaire, en termes d'hygiène de vie, tout court. On ne voit pas tout ça. Parce que moi, j'étais très triste à un moment. Je me dis, mais j'ai envie de sortir, je ne peux pas sortir avec les copines, on a le stage, j'ai envie de manger fast-food, interdit, nutritionniste qui te dit, mais hors de question, tu vas abîmer ton corps. Les premières, j'avais envie de boire de l'alcool, comme tout le monde. Tous les jeunes, tu as 20 ans, tu veux boire de l'alcool, ben non, c'est interdit aussi. Parce que ton corps, c'est un temple, il faut le respecter. Surtout quand tu lui demandes des activités intenses, tu ne peux pas te permettre d'avoir une hygiène de vie qui est digne de je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas fumer, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Bien sûr. Quand tu veux réussir, que tu te donnes les moyens de réussir, il faut aussi que ça suive derrière. Et comme tu parles de discipline, en fait, quand très jeune, on t'explique que tes journées, ça va être du 5h en 21h, finalement, ton corps s'habitue à des journées de 5h, 21h. Oui, bien sûr. Avec des pics intensifs.
parce qu'il faut pas oublier que quand tu es sportif de haut niveau, il y a des jours où les séances d'entraînement, tu vomis. Ouais. Tu vomis. Tu es obligé de... Si tu veux progresser, tu es obligé d'arriver à une limite où, en fait, ton corps se réadapte. Parce que si tu n'arrives pas à cette limite-là, la progression n'est pas possible. Donc, tu es obligé, entre guillemets, d'être dans cette limite qui te permet, en tout cas, de trouver des nouvelles stratégies pour faire ton corps évoluer. C'est pareil avec le cerveau. Quand tu apprends des nouvelles disciplines, des langues, etc., au final, tu crées des nouvelles connexions. Et si tu n'es pas dans cet effort où tu pousses au maximum, tu ne peux pas créer cette nouvelle connexion. Donc, oui, je dirais que... C'est intéressant, ça. Je dirais que c'est ce qui m'a construit, entre guillemets. Ok. Hey, j'espère que tu prends plaisir à écouter cet épisode d'Ami Parcours autant que je prends plaisir à discuter et à enregistrer avec mon invité. Ces histoires, ces réflexions, elles me touchent et elles me font profondément vibrer et j'espère qu'il en est autant pour toi. Mais donne-moi quelques minutes pour te parler d'une chose qui me tient absolument à cœur. Si tu es un entrepreneur, manager ou que tu aspires à devenir un leader, tu sais aussi que ce chemin n'est pas une ligne droite. On se sent parfois seul, perdu, voire même dépassé. C'est là que j'interviens et que je veux te tendre la main. Comme je te l'ai dit en intro, je suis Yannick. Je suis coach et formateur en leadership. Et mon but, c'est de t'aider et d'aider les personnes comme toi à révéler leur plein potentiel. Ma croyance profonde est que nous avons tous en nous une capacité d'être un leader. Cependant, cette capacité doit se révéler à travers un processus de développement personnel et d'accompagnement. Donc, si tu veux booster ta communication, apprendre à gérer des conflits ou élaborer une vision stratégique pour ton entreprise ou pour ton leadership personnel, je suis là pour toi. Ensemble, on va créer un programme sur mesure qui te ressemble et qui répond à tes besoins et à tes rêves. Alors, si tu sens qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure, si tu veux enfin devenir le leader que tu admires, on doit se parler. Tu peux m'écrire directement à l'adresse mail suivante: parcours avec un s @gmail.com, ou sinon, tu peux prendre rendez-vous avec moi directement en cliquant sur le lien Calendly disponible en descriptif de cet épisode. Alors n'attends plus. Crois en toi. Investis dans ton leadership et ensemble, atteignons des sommets. Et du coup, donc c'est plus sur l'aspect, en fait, du coup la question c'était surtout, cette phrase que tu as entendue, ça t'a permis de te réorganiser et Oui. d'aborder les choses autrement. Ok, et comment tu as fait ensuite pour passer, pour poursuivre, pas comment, mais qu'est-ce qui t'a motivé pour tes premières, comment je pourrais dire, c'était une fois que tu as eu ton bac, parce que je pense que tu as, comme tu as dit, tu as passé ton permis moto, c'est dans ces eaux-là que tu voulais poursuivre le métier de motarde, mais que ça n'a pas pu se faire. Du coup, comment tu as choisi ensuite tes études supérieures et comment ça s'est passé? Alors, comme je disais, il y a des personnes clés aussi qu'on rencontre. D'accord, des personnes clés. J'étais très amie. Alors moi, je suis très sociable. Ok. Je dirais que je suis sociable parce que j'ai appris, parce qu'il y a des amis qui me disent « Ah, mais je comprends pas, moi je suis plutôt introvertie, je comprends pas comment tu as cette capacité d'aller vers les autres. » Honnêtement, je dirais qu'il y a... Peut-être qu'il y a des choses qui sont innées chez moi, parce que bon, on est tous différents. Il y a peut-être des personnes qui ont plus de capacité à être sociables que d'autres. Oui. Mais je dirais aussi que de la manière aussi que j'ai été construite par rapport à l'athlétisme, il y a des choses comme le stress, l'adrénaline, qu'on apprend à gérer mieux en fait. Qu'on apprend à gérer mieux. Je disais ça souvent à une cousine. Je lui disais que c'est pas que je ne suis pas moins stressée que toi, c'est que je gère mon stress différemment.
Donc, ce qui me permet des fois de faire des choses que peut-être qu'elle va peut-être rester paralysée. Ben, moi, comme c'est le stress, ben, l'athlétisme, ça t'apprend à gérer le stress, le départ, le stress avant la compétition, la pression des autres candidats qui te regardent, etc. La course, visualisation de la course. Il y a énormément de choses que dans un sport individuel que tu dois gérer seul. Donc cet apprentissage et puis ce que ça t'a permis, comment ça t'a construit, ça te sert au quotidien. Donc tout ça pour revenir sur la sociabilisation, le fait que j'arrive à parler, etc. Je dis, je ne suis pas moins stressée que toi. C'est juste que ça se voit moins, j'ai appris à le contrôler. Ça fait des années que je gère du stress et de l'adrénaline. Donc pour moi, il n'y a pas de souci dessus. C'est quelque chose que mon corps, il est habitué. Il est habitué, c'est un entraînement. Donc il est habitué à ça. Donc tout ça pour dire que... Comment, une personne clé et comment tu as fait le choix alors la personne clé, je disais que en fait, dans toute ma vie, ça a été ça. J'ai toujours échangé avec des personnes qui... L'aspect sociable... Très sociable, on discute. Donc j'avais rencontré quand j'ai su pour la gendarmerie que c'était plus possible, je me suis cherché un petit boulot, étudiante, je savais plus trop quoi faire finalement. J'ai commencé à trouver un boulot et j'avais trouvé un boulot en tant que caissière dans un supermarché. Et je me suis liée d'amitié avec le DRH, ce qui n'est pas du tout commun en général. Les DRH ne traînent pas avec les caissières. Et on allait tout le temps déjeuner ensemble, on discutait, on papotait, on rigolait, etc. Et un jour, ça faisait 6 mois que je travaillais là. Un jour, il me dit, je ne veux pas renouveler ton contrat. Je dis, mais attends, c'est une blague. Pourquoi ? Il me dit, non, mais tu es trop intelligente. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu rigoles ou quoi, en fait, tu blagues. Il m'a dit, mais je fais ça pour toi, parce que tu sais très bien qu'on est amis, mais je ne vais pas renouveler ton contrat. Donc, soit tu te cherches une autre voie, tu réfléchis à ce que tu veux faire, mais hors de question. Parce que, en fait, j'aurais pu me retrouver enfermée dans cette vie, dans cette petite habitude. J'aurais même pu avoir des promotions grâce à lui, parce qu'on est amis, et puis je me serais retrouvée dans la grande distribution, et puis voilà. Mais... Et là, quand il m'a dit ça, je n'ai pas épilogué 20 ans. J'ai tout de suite compris ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, je te remercie. Et je te remercie. Et d'ailleurs, je l'ai revu des années plus tard. Oui. Je l'ai remercié. Okay. Après avoir terminé mon master, je l'ai appelé, je lui ai dit, je te remercie. Parce que tu m'as permis de ne pas me retrouver dans un cercle. Tu m'as permis de ne pas me retrouver dans une habitude. Peut-être que j'aurais eu le déclic par moi-même, mais peut-être des années plus tard. Oui, tu aurais peut-être perdu du temps. Voilà, j'aurais perdu du temps. Lui, il m'a dit clairement, hors de question. Oui. Et c'est pour ça que je dis que des fois, on rencontre des personnes clés dans notre vie qui entre guillemets, modifient notre trajectoire ou encore nous permettent de nous rapprocher de notre trajectoire. Oui. Au final. Et donc, il y a eu lui. Il y a eu aussi une personne qui m'était très chère, qui malheureusement est décédée maintenant, qui, on va dire, était d'un autre statut social que moi, que j'ai rencontré pendant que je faisais mes études à Lille. Et cette personne, en fait, croyait beaucoup en mes capacités. Donc, c'était un peu improbable, notre rencontre. On s'est rencontrés. Et souvent, il me rassurait, il me donnait envie de faire des choses. Et c'est une personne qui a beaucoup impacté ma vie. Il s'appelle Fabrice. Parce que c'est pas que je ne croyais pas en moi, mais je pense que je me limitais, en fait. Des fois, on se limite inconsciemment sur certaines choses en se disant je suis martiniquaise. Je viens d'un quartier rural, mes parents n'ont pas fait d'études particulières, voilà. Pourquoi j'aurais des objectifs de fou ? C'est, voilà. On se limite inconsciemment, en fait, de par notre statut social, de par d'où on vient, de par... Je viens d'une toute petite île qui s'appelle la Martinique, en plus avec un passé... on va dire chaotique, mais en plus qui part dans tous les sens.
quand on a encore des gros problèmes d'identité. Hein. Ouais. Et c'est intéressant parce que Axel, qui nous a présenté, disait que il y a certaines personnes qui disent que la Martinique, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. À ciel ouvert. Moi, je pense qu'effectivement, on n'a pas... Ça m'a choqué quand il m'a dit ça. C'était il y a 2 semaines quand j'ai enregistré avec lui. Je confirme. L'épisode 18 du podcast Ami Parcours. Je confirme parce que le problème, c'est qu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas réglé. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées en Martinique. Il y a beaucoup de choses. Là, je pense que la Martinique, il faudrait carrément qu'on fasse un épisode sur la Martinique. Il m'a dit la même chose. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ouais. Et comme on a une double identité et qu'en plus... moi, je trouve que ça commence à être très segmenté en Martinique parce qu'il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui pensent ci, ceux qui pensent ça. Je peux pas dire qu'il y a une identité martiniquaise où on est tous d'accord sur un sujet. Oui, bien sûr. C'est pas possible parce qu'on est tellement d'origines diverses et variées. Comme j'expliquais, majoritairement, nous sommes africains. Mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout de sang africain en eux. Voilà, il y a des personnes qui sont indiens, des personnes qui sont que blancs, de phénotype blanc. Enfin, on peut pas dire. Pour moi, il n'y a pas une identité martiniquaise. L'identité martiniquaise, elle est multiple. Oui, bien sûr. Elle est multiple. Bien sûr. Et en plus, il y a eu des moments forts qui ont été tragiques aussi, qu'il faut revoir. Et je pense que le peuple martiniquais, il attend des réparations. Oui. Et le fait qu'il n'y ait pas eu cette réparation et cette reconnaissance, en fait, on est toujours bloqué au même stade qui fait qu'on n'arrive pas à avancer et on n'arrive pas à avancer ensemble. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Donc, tout ça pour dire que quand j'ai rencontré cette personne clé, Fabrice, qui est aujourd'hui décédé. Oui. De quoi ? Si c'est pas trop indiscret, du coup. C'est un suicide. Waouh, c'est vrai qu'on en avait parlé rapidement. Ok. C'est un suicide. Ça a été une personne clé, mais je dirais extrêmement clé dans ma vie. Ok. Parce que je trouve qu'il a modifié énormément de choses sur mon chemin de vie. Wow. Notamment il m'a donné beaucoup. J'avais déjà confiance en moi, mais comme je disais, c'est le problème de la limite. Je me limitais énormément sur qui je pouvais être et ce que je pouvais accomplir. Et lui, en fait, il a brisé beaucoup de barrières chez moi. Le fait même de me montrer que même ma personnalité l'intéressait, mon intelligence, etc. Et puis, on échangeait beaucoup. Il m'a ouvert beaucoup de voies sur des choses que je n'avais pas forcément accès, sur la spiritualité, sur la méditation. Donc, il m'a ouvert, en fait, c'est comme s'il m'avait ouvert... le champ des possibles. Voilà, un champ des possibles avec au moins 30 portes d'un coup ouvertes. Waouh. Okay. Mais 30, hein? Oui. Parce que je pourrais dire que pratiquement mon choix d'aller m'installer à Londres, c'est aussi lié à lui. Ok. Où m'a vraiment... Parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer. Il y a des personnes, quand ils te parlent... Parce que ma mère m'a toujours dit que l'anglais, c'était important. Oui. L'anglais, c'est international, c'est important et tout. Mais c'est comme si, en fait, on ne voit pas forcément... On voit l'intérêt, mais la motivation, il n'y est pas. Avec Fabrice, il arrivait toujours à me montrer l'intérêt et pourquoi et surtout me donner la motivation, me faire comprendre que je pouvais y arriver. Oui. Que si X ou Y était arrivé, qu'il ne voit pas pourquoi moi je ne pouvais pas y arriver. Intéressant. Et pareil pour la Thaïlande, l'Asie, c'est des choses qu'on a beaucoup échangé sur les voyages en Asie. Et il m'a beaucoup dit on en parlait beaucoup, il me disait qu'il fallait absolument que j'aille en Asie, découvrir certaines parties de l'Asie, etc. Donc c'est pour ça que quand je suis partie en Thaïlande, j'ai beaucoup voyagé en Asie, j'ai fait le Vietnam, le Laos, le Cambodge, j'ai fait l'Inde, j'ai fait le Népal. Enfin, j'ai énormément voyagé en Asie parce qu'il y avait des choses que j'avais envie de découvrir en Asie. La manière de fonctionner. Et c'est grâce à lui que tu as commencé à... Est-ce que tu avais déjà commencé à voyager avant de le rencontrer ou il a été un des éléments clés dans l'aspect voyage?
Disons que... Bon, on va dire voyage en dehors de la Martinique et de la France, parce que ça reste, oui, on va dire, ça reste lié, tu vois. Oui, oui. Pour l'Angleterre, bon, j'avais déjà quand même envie d'aller en Angleterre, mais c'était quand même tout près. Mais c'est vrai que l'Asie, c'est lui qui m'a donné envie pour l'Asie. L'Asie, ça a été son idée. Ok. Ça a été son idée, tout comme plein de thématiques que je n'aurais jamais forcément abordées si ce n'était pas son idée. Le Coran, j'ai décidé de lire le Coran parce que j'avais envie d'avoir un autre point de vue sur les religions. Voilà. Parce que nous, en tant que Martiniquaises, bon, on sait tous comment ça s'est passé avec le christianisme. Mais j'avais envie d'avoir un autre point de vue et c'est lui qui m'a donné envie d'avoir un autre point de vue. Et finalement, bon, je l'ai plus pris pour l'aspect culture générale que finalement un autre point de vue. Parce que le Coran, c'est très intéressant à lire. Bien sûr. C'est très intéressant à lire. Bien sûr. Donc, en fait, il y a certains sujets ou thématiques que je n'aurais jamais abordés sans lui. Et quand on regarde finalement son chemin de vie, la personne dont on est devenu, est devenu, oui. On se rend compte que finalement, ces personnes-là qui ont été des personnes clés ont apporté des éléments de compréhension pour faire l'introspection. Quand j'expliquais la dernière fois sur les relations, les parents, sur comment on perçoit certaines choses, finalement, si lui n'était pas venu amener sa petite idée du Coran, de la méditation, etc., j'aurais pas pu, avec tous ces éléments faire une introspection sur moi-même et me dire, il y a certaines choses où, voilà, ça n'a pas lieu d'être, il faut que je lâche prise, voilà. Ok. J'oublie, je pose la question maintenant. Et ensuite, on revient sur l'aspect voyage, parce que je pense que c'est une chose très... Et c'est la question d'ailleurs que je t'avais dit que j'avais préparée pour toi. Ok. Tu as eu quel bac ? Alors moi, j'ai eu un bac littéraire parce que je détestais les maths. Ok, d'accord. Moi, les gens, je pose toujours souvent la question. Pour moi, c'est très important. Je prépare d'ailleurs un autre podcast en anglais. Et il faudrait que je vois comment poser la question parce que le système... Je me rends compte que le système... je ne suis pas très, très à l'aise avec le système anglophone. En tout cas, bon, petite parenthèse. Ok, donc tu as eu un bac littéraire. Mais déjà, ça s'entend déjà juste dans ton phrasé. Je l'ai perçu la dernière fois, déjà que tu aimes lire. Oui, j'aime lire, j'aime me documenter. Ouais, c'est très intéressant. Et du coup, donc sur l'aspect voyage. Donc, l'Angleterre, Londres, a été ton premier voyage à partir de la France, c'est ça ? Non. Non ? Quel a été le premier voyage ? Il ne faut pas oublier que j'étais athlète de haut niveau. Donc, on a beaucoup voyagé en athlétisme. Ah oui, ok. Donc, je dirais plutôt que Londres, j'ai pas eu autant de dépaysement. Disons que ça restait quand même, à l'époque, bien dans un système européen quand même si c'était l'anglais. Mais mes premiers voyages qui m'ont vraiment dépaysé, je dirais que c'est avec ma mère. Et on a été à Trinidad and Tobago. Okay. Donc, quand on est athlète dans la Caraïbe, on a de la chance, on voyage beaucoup dans la Caraïbe. Oui. Et se rendre compte que dans la Caraïbe, il peut y avoir autant de différences entre les îles, c'est impressionnant. Oui. Moi, j'ai trouvé mes voyages dans la Caraïbe très impressionnants. D'accord. Parce que d'une île à l'autre, pas du tout le même système que nous déjà, pas la même langue. Pas le même régime politique. Pas le même régime, pas le même président. Oui. Et on se dit, mais comment des aussi petites îles peuvent être aussi différentes ? Et je me rappelle, mon premier voyage, c'était le Trinidad and Tobago. Avec ma mère. Et Alto Bolton. toi qui... Ouais, champion ouais, de 100 mètres. Champion oui, de 100 mètres. Ouais. Il était... Ouais, j'étais fan à l'époque. Bien musclé et tout. Oui, je me rappelle. C'est l'époque. Oui, on a fait beaucoup de voyages. Bahamas, Trinidad, Barbade. Parce qu'on a une compétition qui s'appelle les Carifta Games. Okay. C'est une compétition entre les îles. On va dire qu'ils sont pratiquement des mini-championnats du monde. Okay. Parce que le niveau est tellement élevé que le niveau est plus élevé que le championnat de France.
Pour te dire que Usain Bolt, ses premières performances, c'est au CAFTA Games. Ok. Les gens l'ont découvert au championnat du monde, mais nous, on le connaissait déjà. D'accord. Il donnait déjà des 10 mètres, des 20 mètres au CAFTA Games. Ok, d'accord. Ok. C'est la Jamaïque, bien sûr, qui avait toujours le plus de médailles. Ouais. Mais nous, on a de la chance quand même. On a nos mini-championnats du monde Ok. dans les Caraïbes avec un niveau plus. Ok. Et c'est très intéressant. Du coup, il y avait, et donc, pour avoir un peu une ordre d'idée, t'as Jamaïque, Trinidad et Tobago, Martinique, Guadeloupe. Est-ce qu'il y a Cuba aussi dedans? Dans les CAFTA Games, Ouais, j'ai un doute. Est-ce qu'il y a Cuba? Je crois que oui. Ouais. Mais Est-ce que j'ai c'est un doute. vraiment Caraïbes au sens le plus large du... En fait, c'est ça que... Oui, c'est le sens Caraïbe. République dominicaine, Oui, Haïti, c'est le tout sens ça. Caraïbe au plus large, mais j'ai un doute parce que du coup, comme j'étais très jeune, c'est bizarre, je me rappelle pas de Cuba et je me rappelle pas de la République dominicaine. Ok. Je me rappelle de la Caraïbe anglophone, les petites ok. îles, Grenade. Ouais. Mais je pense que oui. Suriname aussi ou pas? Du coup, parce que c'est pas des Caraïbes. Non, il n'y a pas Suriname. Ok, non, ok, non. d'accord. Ok, non, c'est très intéressant, je ne connaissais pas. Il y a pas. Ok. Mais il faudrait que je revoie parce que Ouais. j'avais 17 ans à l'époque. Ok. Il faudrait que je revoie la liste des pays qui sont dans les CAFTA Games. Ouais, ok, je regarde. Et après, il y a aussi le jeu des îles, les jeux des îles. Ok. Les jeux des îles, c'est que pour toutes les petites îles. Ok. Donc ça peut être les îles qui sont en Espagne, etc. Mais que des îles. Que des îles. D'accord. C'est-à-dire ah oui, et Océan Pacifique aussi. Que des îles. Génial. Il y a énormément en Et fait. Madagascar est dedans? Je sais pas, je me rappelle plus. Ok. Ah, c'est très intéressant. Je me ça. rappelle Ah, plus. Il c'est faudrait très regarder la liste. Ouais, des... ouais, parce ok. que en plus pour les îles, il y en a. Donc, Ouais, bah oui, bah oui, mais j'imagine. ouais, il faudrait vraiment regarder la liste des îles. Parce que franchement. Ouais. Ok. Et du coup, sur l'aspect voyage qui commence, donc premier voyage qui t'a marqué, le Trinidad et Tobago. Et ensuite, quels sont justement les premiers voyages indépendants en sac à dos? La question vient après celle-là, je pense. La question que je dois absolument te poser. Les voyages en sac à dos, ça a commencé comment? Déjà, j'avais pas mon fils, donc Oui. ça donne une liberté que... je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire des voyages en sac à dos avec un enfant, hein, mais je pense qu'il y a un certain âge Oui. que c'est possible. Peut-être que j'en ferai avec mon fils prochainement quand il sera un petit peu plus âgé pour lui montrer un petit peu la vie. Parce que la vie en sac à dos et la vie en voyage, je le dis tout le temps, ça n'a rien à voir. Ouais, j'imagine. C'est deux voyages. C'est un des rêves que j'ai aussi. Deux voyages complètement différents. Des fois, je regarde certaines personnes, je ne critique pas. Hein. Oui, Chacun fait comme il veut, Bien comme sûr. il le sent. Chacun est libre. Mais souvent, je regarde les voyages, soit des influenceurs, ou j'ai des amis qui voyagent et tout. Comment dire que pour moi, ça n'a pas le même sens. Ça n'a pas le même sens. Oui, les gens, ils d'accord. pourront jamais comprendre ce que je dis. Tant qu'on n'a pas fait de voyage en sac à dos, les gens ne pourront jamais comprendre ce que c'est que de voyager en mode non touriste, entre guillemets. Yes. Et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve que c'est vraiment une richesse et aussi une force parce que c'est pas évident. J'ai mis ma vie en danger plusieurs fois en voyageant au sac à dos. D'ailleurs, il faut que tu me racontes une anecdote. Je le dis, c'est pas sans risque de voyager en sac à dos, mais le voyage n'a pas la même saveur. Hein. Et quand je vois souvent des personnes voyager sur Instagram et tout, je vois qu'ils vont dans des hôtels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans des hôtels de luxe, hein, parce que même en voyage en sac à dos, il n'est pas interdit de faire des pauses en hôtel de luxe. Bien sûr. Mais, comment dire, il y a une proximité avec les habitants, avec la population, avec... l'histoire aussi. La culture. Il y a des choses qu'on vous confie, qu'on ne vous confierait pas si vous êtes dans un hôtel de touristes et que vous faites des activités de touristes. Okay. Et pour moi, le voyage, c'est soit en sac à dos ou soit résider dans un pays. Parce qu'il y a forcément des choses quand on réside dans un pays qu'on découvre après 6 mois, 1 an, 2 ans, que, par exemple, quelqu'un peut aller en Thaïlande 6 fois en touriste
et ne jamais savoir. Parce que moi, j'ai vécu en Thaïlande pendant 2 ans. Ouais. Ok. C'est évident, mais en quelque part, il y a des choses qu'on ne pourra jamais dire. Et pour donner une anecdote sur ce que j'explique, par exemple, quand j'habitais en Thaïlande, je suis partie en sac à dos dans un village. Ne me demandez pas le nom, je ne me rappelle plus. C'est un village au Laos. Un village de pêcheurs. Et c'est là où je me suis dit, mais que ça prend tout son sens, le voyage en sac à dos. Donc, je suis partie comme d'habitude. Alors là, je tiens à dire que les pays asiatiques, Laos, Cambodge, Vietnam, sont très safe. Très safe pour les femmes. Aucun souci. Aucun souci. Vous pouvez marcher à 4 heures sur la route. Voilà. Après, il n'est pas exclu de faire des mauvaises rencontres. Hein. C'est comme partout. On est quand même... voilà. Ça existe. Mais c'est l'un des pays, des continents les plus safe que j'ai connus, en tout cas. Ok. J'arrive dans un village au Laos. Je me dis, bon, je me posais là. On m'a dit que c'était un village de pêcheurs. Le village, je vois pas un pêcheur, un canot, rien. Je me dis, c'est bizarre, on m'a dit que c'était un village de pêcheurs. En tout cas, c'est ce qui était écrit sur Internet. Donc, je m'assieds, je déjeune. J'avais pris de quoi déjeuner et tout. Je me dis, bon, je marche un peu parce que je marchais et je prenais beaucoup la moto en taxi. À un moment, je vois un bus de touristes qui... Non, je commence à avoir de l'agitation dans le village. Je me dis, c'est bizarre, mais il se passait rien. Et puis d'un coup, je vois des gens qui s'agitent. Je vois des gens qui sortent avec des nasses, des filets. Des gens qui se mettent d'un coup près du village et tout, près de l'eau et tout. Je me dis, mais pourquoi? Et après, je vois le bus de touristes qui arrive. Non, ils ont créé un village de pêcheurs sur mesure pour les touristes. Wow. Non, mais est-ce que c'est ce que je veux voir dans ma vie? Non. Non, je peux pas vivre avec ce filtre-là dans cette comédie. Parce que ce que les gens oublient des fois, c'est que de la même manière que nous, on a évolué en Occident, en Asie, en Afrique, ils ont évolué aussi. Donc, en fait, les gens, des fois, ils s'attendent à avoir des choses... soi-disant authentiques. Et puis que ils ont toujours l'impression que des fois, ces pays-là vivent 100 ans en arrière. Mais non, il y a des pays qui vivent au même rythme que nous. Mais comme nous, on s'est tellement forgé une image que ces pays-là, ils vivent 100 ans en arrière, qu'eux, ils ont besoin d'argent. Donc, ils sont obligés de recréer leur contexte pour nous, pour nous donner l'illusion. Et avoir une manne financière. Voilà. Donc après, moi, je ne peux pas les condamner. Ils ont trouvé la solution pour qu'ils aient de l'argent supplémentaire. Si ça peut leur permettre de vivre, et moi, j'ai aucun problème du tourisme. Mais ça m'a montré à quel point, certaines fois, on était dans l'illusion et certains voyages, on nous donnait ce qu'on voulait voir, alors qu'en réalité, ce n'est pas la réalité du pays. Et depuis ce jour, donc j'étais déjà en sac à dos, mais depuis ce jour, ça me conforte dans l'idée que j'ai énormément de mal à voyager en touriste lambda. Énormément. Énormément. Donc, quand j'étais à Londres, j'ai beaucoup fait de sac à dos. Oui. En Écosse, en Irlande aussi. Irlande, j'ai fait beaucoup l'Angleterre, Sud, Nord, enfin j'ai beaucoup fait de sac à dos, ce qui était possible de faire. Je suis beaucoup partie parce que la chance que j'avais, c'est qu'en étant à Londres, il y avait beaucoup de connexions vol, donc j'ai beaucoup fait l'Europe, la Suède, la Norvège. J'en ai profité aussi en sac à dos. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et j'ai beaucoup visité, vu de choses qui me permettent aujourd'hui d'être la femme que je suis. Ok. Et la question que je voulais te poser, que j'ai préparée pour toi, je pense que tu comprendras pourquoi je te la pose comme ça, parce qu'on a eu une conversation très intéressante sur la légitimité lorsqu'on s'est vu l'autre fois. C'est... Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme ou un jeune homme noir qui n'ose pas forcément, pour ne pas mettre l'emphase que sur la femme, mais qui n'ose pas prendre un sac à dos ou qui devrait le faire, l'encourager et
pour qu'il se découvre, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, devrait, je sais pas. Ouais. Sur le terme devrait... Devrait, ouais, ok. Comment tu l'aurais dit, donc? Moi, j'estime que chaque personne, chacun, on est libre de définir ce qu'on veut au moment où on le souhaite. Bien sûr. Donc, s'il a envie qu'il ne passe pas à l'acte, des fois, c'est une question de timing aussi. Ok. C'est une question de... Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont faire des sacs à dos et que peut-être que ce n'est pas le bon timing. Peut-être qu'ils ont des choses à découvrir avant. Ils ont des choses à connaître avant. Mais qu'ils ne doivent pas perdre de vue leur objectif. C'est-à-dire que si, exemple, je vais essayer de synthétiser en prenant un exemple avec un ami. Si par exemple, j'ai un ami qui souhaite faire un sac à dos. Un sac à dos, c'est comme un projet qui est quand même assez riche. Il faut du temps, il faut le temps pour le préparer. Il faut le temps pour soi aussi d'être prêt psychologiquement à réaliser ce projet-là. Et des fois, il y a des personnes comme tout projet qui ne sont pas, on va dire, encore matures pour réaliser le projet à l'instant T. La question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait à cette personne pour être suffisamment mature pour réaliser ce projet à ce moment. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes, peut-être que dans l'équation, il faut aussi qu'il rencontre des personnes clés pour lui donner certaines clés dont il ne dispose pas pour pouvoir commencer à réaliser ce projet. Peut-être qu'il manque certaines compétences et qu'il s'estime que sur ces compétences-là, il n'est pas encore suffisamment aguerri. C'est comme des personnes, par exemple, qui doivent voyager, puis, par exemple, ils ne savent pas parler l'anglais. Oui, oui. Il y a le temps d'apprendre la langue, le temps d'être à l'aise pour préparer le projet, pour se dire, bon, ok, je veux faire ça, mais c'est l'anglais qui me bloque. Donc, quel est le point de blocage qui fait que, pour le moment, ils ne sont pas encore passés à l'acte? Donc, c'est identifier les points de blocage, peut-être encore se documenter de manière un peu plus spécifique sur les projets, mais je pense que tout le monde, de toutes les façons, a les capacités pour réaliser leur projet. Après, c'est des questions de timing, c'est des personnes clés, des personnes ressources. Des fois, on se dit, ah ben, cette personne-là m'a donné, comme j'ai dit, des fois, il y a des personnes qui vous donnent des phrases clés, des personnes qui vous donnent des clés pour, question de timing aussi, que vous n'aviez pas encore rencontré cette situation-là qui vous permette que ça fasse le déclic. Il faut aussi certains éléments arrivent dans votre vie pour passer à l'acte sur certaines choses. Okay. Des fois, ce n'est pas simplement la motivation. Des fois, c'est des questions de timing. Et si on croit en Dieu, il faut attendre que Dieu donne le go. Le go. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, justement, parce que tu disais que tu t'es aussi mis en danger en voyageant. Est-ce que tu peux me raconter un truc là-dessus? Alors, je serais obligée de citer le pays parce que, après, je n'ai pas suffisamment développé le sujet. C'est l'Inde. Je n'ai pas suffisamment développé le sujet sur l'Inde pour comprendre pourquoi, comment, les frustrations, etc. Mais je dirais qu'une femme qui voyage seule en Inde est en danger. D'autant plus que je voyageais en sac à dos, donc c'était pas genre une excursion touristique, etc. Donc voilà. Et je dirais également que le fait que je sois étrangère, ça a rajouté en plus du risque dans mon voyage. Et je m'étais beaucoup renseignée. Quand je pars, même s'il y a beaucoup de spontanéité, comme je dis, je reste quand même relativement organisée. C'est-à-dire les ambassades, les numéros d'urgence, même après, identification au cas de décès, appeler, donner des informations à certaines personnes, partager le carnet de route. Enfin, il y a énormément de choses que j'anticipe en tant que voyageuse. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. On ne peut pas juste voyager comme ça et puis après, laisser les conséquences à la famille puis quand il faut vous chercher ou je ne sais pas où vous êtes. Et ça me fait beaucoup rigoler parce que au moment où je voyageais énormément, mes parents, ils n'arrivaient plus à suivre, en fait. Ils n'arrivaient plus. Et je me rappelais toujours d'une anecdote où j'ai une amie qui m'appelle, elle me dit « Oui, ma mère m'a dit que tu es en Chine. »
Ah bon? Donc, ça faisait déjà quand même 1 an que je vivais en Thaïlande. Ok, d'accord, ok. Je me suis dit, bon, alors si elle doit me chercher un jour, je suis mal barrée. Donc, du coup, ouais, et pourtant, je partageais énormément de choses, mon adresse, etc. Je me suis dit, comment ma mère a fait pour qu'elle en Chine? Mais bon, on connaît déjà, elle a confondu Chine, Thaïlande, elle s'est dit, bon, c'est l'Asie. Mais je pense qu'à un moment, quand il y a des parents ou des personnes qui ne se rendent pas compte des échelles de grandeur. Oui, bien sûr. En fait, et bon, je peux pas critiquer, mais ça m'avait fait beaucoup, beaucoup rigoler. Et pour revenir en Inde et le fait que, le danger oui, que tu as prévu. j'ai été en danger 2 fois en Inde. Ouais. Une fois, je suis arrivée dans un hôtel, mais j'avais vu beaucoup de consignes sur le fait de s'enfermer à l'intérieur, dans la chambre. Donc, du coup, j'étais partie avec des cadenas et des choses comme ça pour bloquer ma porte de l'intérieur. Et je me rappellerai toujours que vers peut-être 1h du matin, le responsable, je ne sais pas si c'était le propriétaire de l'hôtel ou le responsable de l'hôtel, il a essayé de forcer ma porte à 1h du matin. Donc, comme il a vu qu'il n'a pas réussi, il a abandonné au bout de 15 minutes. Mais j'étais très contente d'avoir acheté ce cadenas pour fermer ma porte de l'intérieur. Ah oui, J'avais trouvé un système qui permettait de fermer la porte de l'intérieur. Et puis, deuxième chose aussi, donc il a, bon, tout c'est Dieu qui m'a protégée, bien sûr. Ouais. Mais deuxième anecdote, c'est qu'une fois je partais dans le nord de... Je sortais de New Delhi. Ok. Parce qu'en Inde, j'ai fait Chennai, je suis descendue à Bangalore, après j'ai pris le train pour aller à Mumbai, et après de Mumbai, j'ai fait New Delhi, et après New Delhi, j'ai fait Rishikesh pour aller dans un ashram. Okay. Et en sortant de New Delhi, qui est quand même une assez grande ville, c'est très agité, il y a beaucoup de trafic, de tout et plein de choses, j'ai pris un bus pour aller à Rishikesh, et il y avait énormément de personnes dans le bus et tout, et en Inde, il y a beaucoup de langues. Hein. L'anglais, tamoul, enfin, en fonction des régions, c'est très varié. Donc, en fait, beaucoup d'entre eux ne parlent pas forcément l'anglais, on va dire, entre eux. Ils parlent plutôt leur langue régionale. Et je suis assise à un moment et il y a une fille qui m'interpelle. Elle me dit que derrière, ils sont en train de parler de moi. Et qu'ils ont dit qu'ils vont me tendre un piège arrivé à la destination. Wow. Et qu'elle me conseille fortement de trouver une solution, d'appeler quelqu'un pour m'accompagner à l'arrivée. Mais je savais très bien qu'il n'y aurait eu personne. Je suis en sac à dos et je voyage seule. Oui. Et de trouver une solution parce qu'ils ont déjà appelé les gens qui sont à l'arrivée pour me prendre en guet-apens, soit viol ou je sais pas quoi. Bref, je ne peux pas dire ce que ce serait. Je ne l'ai pas expérimenté, merci à Dieu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu la dernière minute et quand le bus était prêt à partir, je suis descendue du bus avec mon sac. Okay. Et le bus a continué sans moi. Wow. Et jusqu'à présent, je remercie, au fond de mon cœur, je remercie beaucoup la fille qui m'a... Parce que j'étais obligée d'être très discrète aussi, qui m'a donné le signal pour pouvoir descendre du bus à temps. Et il restait à peu près 45 minutes de route. Donc, c'est des petites anecdotes comme ça où je me dis que... Il faut quand même faire attention. Là, c'est plus que faire attention. Là, j'aurais été morte, je pense. Oui. Mais on sait pas l'expérience. Voilà. Je sais pas comment ça se serait terminé. Ouais. Mais en tout cas, voyager en sac à dos n'est pas anodin. C'est pas sans risque. Il faut extrêmement être vigilant, prévoyant, organisé. C'est comme des fois, j'entends des personnes qui disent « Ah oui, ils ont perdu tout leur argent. » Mais quand tu voyages, tu mets pas tout ton argent au même endroit. Ouais. C'est normalement, enfin, même la base, tu sais que tu as séparé ton argent au moins 5 en 6. Ouais. Si on te vole ça, on te vole pas ça. Ouais. Ton passeport, tu as fait des copies, tu as fait des photocopies, tu as fait des doubles copies, tu as scanné. Enfin, il y a énormément d'astuces quand tu voyages qu'au cas où il se passe un truc, parce que quand tu voyages, il faut quand même se dire qu'il va quand même se passer quelque chose. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut partir dans l'idée de tes fétiches ou des trucs, mais tu es dans un univers que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas.
tu rencontres des personnes que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas savoir si ce sont des personnes qui sont bienveillantes ou pas. Donc, tu es obligé d'anticiper énormément. Ok. Énormément sur solution A, B, C, D, E, F, G, H, arriver à Z. Arriver à Z, tu es obligé. Ouais, bah oui. Sinon tu se passe des choses. Ah, tu me donnes de bonnes leçons là, même moi là, je pense que je vais refaire, je vais me préparer. Bon, bien, ici on est venu pour s'installer, mais c'est vrai que préparer cet aspect-là, comment ça, appréhender et voir plus loin que les problèmes, c'est très 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 important. Ah oui, non, il faut. Surtout dans des pays où on sait on n'a pas la famille forcément à proximité. Oui, oui. Moi, je suis quelqu'un, je suis très... C'est ma mère aussi qui m'a beaucoup élevée dans cette optique-là parce qu'on a toujours vécu à deux femmes. Il faut accepter le fait que je sois plus en danger qu'un homme, déjà, à la base. En tant que femme noire, j'estime que j'ai toujours été plus en danger qu'un homme. Ouais, qu'un homme Qu'un noir, homme. un homme blanc. Moi, je pense que pour moi, il y a dans les privilèges, je sais que moi, depuis quelques années, je l'ai compris que je suis plus... Le fait d'être un homme, je suis plus privilégié qu'une femme. Ah, énormément. Tu vois, et c'est justement... Énormément. Et j'ai eu des conversations très, très intéressantes et j'ai posé une fois la question à une de mes stagiaires et du coup, on avait une conversation sur ce sujet-là. Elle m'a dit... Et je lui ai dit, mais comment je fais, par exemple, par rapport à mes enfants, par exemple, parce que j'ai une fille, j'ai 2 garçons. Elle m'a dit une chose très intéressante. Elle m'a dit, ta fille, elle le sait déjà, et la vie lui apprendra déjà ce que c'est. Oui. C'est à tes garçons que tu dois parler. Oui, pour un peu changer la donne au final. Hein. Ouais. Et j'ai dit, ok. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc voilà, voilà pourquoi je te partage ça. Ce que je te propose, parce que là on a très 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 bien discuté, ce que je te propose, c'est d'aborder rapidement tes projets futurs. Et on se revoit pour plusieurs épisodes. Je pense qu'il y a tellement de choses. C'est tellement... J'écoute avec tellement de soin, tellement de profondeur ce que tu dis. Donc, je vais quand même te poser les questions de la fin. D'accord, vas-y. D'accord. Déjà, une question... une des questions que j'aime poser et dont je tiens à parler maintenant. Dans tout ce que tu as vécu, tout ce que tu m'as raconté, ou que tu m'as pas raconté d'ailleurs, qu'est-ce qui a le plus aiguisé ton aptitude et révélé ton leadership, ta capacité à influencer les gens? Alors, c'est très drôle que tu dises mon leadership et que tu dises aussi les projets les choses dont on n'a pas discuté. Ok. Ce que je dirais qu'on a beaucoup parlé de l'athlétisme. Oui. Qui m'a beaucoup forgé. Oui. Mais je ne pense pas que l'athlétisme m'a donné beaucoup de leadership, en fait. C'est-à-dire que j'ai un peu vécu pour moi, dans le sens où je suis conditionnée à travailler seule, pas forcément en équipe. En leadership, moi, je trouve que ce qui m'a fait sortir le plus dans ma zone de confort, ça a été la politique. La politique? Oui. Tu as fait de la politique? On a dit qu'on allait faire un second épisode. Ok, bon voilà, là vous savez qu'il faudra regarder l'épisode. Okay. Oui, ça a été la politique en leadership parce que ça a été, entre guillemets, une appétence. Je ne veux pas dire une compétence, plus une appétence parce que je me suis découverte des parties de moi. C'est un monde très difficile. Mais qui pousse à sortir de sa zone de confort, à se dépasser et aussi à développer ce que tu dis en termes de leadership. Parce que quand tu fais de la politique, il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup d'ententes, il y a beaucoup de collaboration, il y a beaucoup de stratégies, énormément de stratégies, et énormément de mise en commun et d'alliances à créer, à constituer, à développer. Et je pense que oui, ça a été ouais. Ok, merci pour cette réponse. Voilà. Franchement, j'ai hâte du prochain épisode. Ok, et du coup, les questions que j'aime poser à la fin, c'est s'il y a
quelles sont les 2 personnes qui ont le plus marqué ton parcours? D'ailleurs, parce que la question est en 2 phases, donc je précise quand même sur cette phase-là, on est sur les personnes qui t'ont marqué vivantes ou pas. Mhm. Et du coup, est-ce qu'elles t'ont peut-être marqué aussi, ne serait-ce que par une œuvre que tu as lue d'elle? C'est-à-dire que c'est des gens que tu as côtoyés de proximité ou de manière lointaine? Je dirais ma mère. Ok, d'accord. Évident. Oui. Toujours en train de me pousser, à me dépasser, à me mettre sur le devant de la scène alors que je voulais pas. Ma mère, c'est quelqu'un qui a beaucoup cherché à me faire sortir de ma zone de confort. Tout le temps, Ok. tout Ok. le temps, non-stop. D'ailleurs, des fois, je suis épuisée. Parce que je dis, non, je veux pas encore, s'il te plaît, laisse-moi me reposer. Laisse-moi me reposer, j'en peux plus. Ouais. Et elle m'a poussée énormément dans tous les aspects de ma vie. Et puis, Fabrice, Ok. celui Ouais. qui s'est Ouais. suicidé malheureusement. Ok. Voilà, ce sont les 2 personnes qui ont le plus impacté ma vie. Ok. Et du coup, la partie de la question, c'est s'il y a 2 personnes absolument qui ont marqué ton parcours, que tu as côtoyé, donc qui sont toujours vivantes, que je dois absolument rencontrer, avec qui je dois échanger après avoir eu cet échange avec toi, et que je dois éventuellement inviter du coup. Alors, sur ce ma podcast. mère, ça va être très difficile parce qu'elle est rentrée. Elle était en vacances ici en mais plus. mais pourquoi C'est pas? loupé, Ouais, mais elle va revenir. Je pense Ok. qu'elle va revenir. Ok. Et Après, il y a la technologie, on peut En enregistrer, visio. on peut enregistrer en vidéo, En on visio. peut faire. elle a un parcours. Je dirais que si moi je suis celle que je suis, c'est principalement grâce à elle. D'accord. Parce qu'elle aussi, elle a un parcours de vie très intéressant. Ok. Très, très intéressant. Et puis surtout, on va dire, son parcours de vie n'est pas anodin par rapport à la femme qu'elle est, surtout en tant que femme noire. Ok. Elle aime beaucoup faire des choses aussi. Elle est apicultrice, Oui, c'est vrai que tu m'as dit ça. naturopathe. Ouais, c'est ce que tu m'as dit ça. Elle a beaucoup d'activités qui ne sont pas communes aussi pour les femmes. Oui. Et qui sont un peu d'ordinaire parce qu'elle aime changer, elle aime expérimenter, elle aime découvrir. Donc, Marie-Angèle, qu'on salue. Et puis, une deuxième personne qu'il faudrait absolument rencontrer, Ouais. qui est vivante malheureusement. Ouais, c'est pour ça que tu vois. Peut-être que je pourrais réfléchir pour la prochaine fois. Ok, d'accord, on fait ça. Le rendez-vous est pris alors. Ok, une œuvre artistique, donc dans œuvre artistique, livre, musique, album. Facile. Fanon. Waouh. En plus, on est clairement dans l'actualité. Là. Ouais, clairement. Tu mais l'as déjà vu le film ou pas? Alors, malheureusement, non, il n'est pas encore au Rwanda. Ah, ok. Mais, Parce on voulait aller le voir avec Axel d'ailleurs, épisode 18. Mais il n'est pas encore au Rwanda. Ouais. Moi, j'irai le voir parce que je pars en vacances en Martinique. Ok. Donc, j'irai le voir en Martinique. Ok, Mais dans la liste des pays africains où il est disponible, il n'est pas au Rwanda. Ah mince. Il est au Bénin, Togo. J'ai la liste, mais il n'est pas au Rwanda. Ok. Et D'ailleurs, ça, c'est un des problèmes que je trouve sur le continent, l'accès à la distribution. Ouais. La distribution. ouais. Surtout que c'est un personnage très important dans l'histoire. Je suis presque jalouse, en fait, pour Fanon. Pourquoi? Parce que c'est un peu... On va dire que... Bon, on verra ça plus tard, mais Ouais. c'est un peu la base de... Parce que j'écris en ce moment. Oui, je voulais en parler, Ouais. mais je gardais ça pour Ouais. l'épisode d'après. Mais Voilà. franchement, je pense qu'on est obligé. On est obligé, avec tout ce que vous avez entendu là. Vous avez vu, il y a plein de trucs de Kelly dont on n'a pas parlé. Donc il faut. Et en fait, je suis un petit peu jalouse parce que c'est un petit peu mon chéri à moi, en fait. Ok. Et là, je suis très contente que tout le monde le découvre. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais même entendu parler de lui. Ouais. Et moi, je pense que j'ai dû le lire, je devais avoir 15 ans, Wow. très tôt. Très très tôt, ouais. Et, Effectivement. Et tu as lu quoi? Les damnés de la Terre, tu m'as dit non, je crois. non, C'est peau noire. à masque blanc. Voilà. Que d'ailleurs, j'en ai parlé également avec Axel. Ah, Et d'accord. en fait, je l'ai là, je l'ai jamais fini le livre. Donc là, je pense Il faut que le c'est terminer. un faut des le terminer. un des défis. Et moi, j'ai dû le lire au moins 3 fois. Wow. 3 ou 4 fois. Ok. Et des fois, c'est juste des parties que je lis, je surligne, etc. Mais ok, s'il y a une chose, une idée clé qui doit nous inciter à aller lire le livre, c'est quoi? Alors, il a une citation. Alors, je vais essayer de me rappeler de la citation. Ou sinon, paraphrase là, c'est pas grave.
Oui, en fait, c'est la citation qui dit que nous, en tant que génération, que nous sommes amenés à... Nous avons un destin. Un rôle à jouer. Oui. C'est soit on est censé trahir notre génération, ou justement agir de manière cohérente pour notre avenir. Ouais, si. Je vais essayer de le... En fait, c'est un peu ça. D'ailleurs, en plus, j'ai un peu honte parce que c'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée au Rwanda, c'est que j'ai fait peindre Fanon et je l'ai accroché à mon bureau. Oh, génial. D'ailleurs, il faut que je vienne visiter ton bureau. D'ailleurs. Il est dans mon bureau. Parce que j'estime que c'est l'une des personnes clés aussi de... J'en ai pas parlé parce que, il n'y en avait que 2. Il fallait 2. Mais en tant qu'œuvre littéraire, d'ailleurs, c'est lui qui me sert de base pour mon écriture. Ok. Donc, Fanon, pour moi, c'est la base. C'est la base. Okay. C'est la base de tout Antillais qui souhaite en tout cas s'émanciper. Identitairement parlant, c'est avec lui que j'ai compris les histoires de double identité. J'ai compris énormément de choses via Fanon. Énormément. C'est-à-dire, quand on parlait de femmes noires qui doivent voyager, rencontrer du monde, et comme lui aussi, il a effectué ces voyages-là, je me suis dit, mais en plus, c'est un homme. Oui, bien sûr. Je me suis dit, mais en fait, il m'a donné énormément de clés. Énormément de clés pour voyager, énormément de clés pour me construire. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait du temps, qu'il fallait des étapes. Mais la prochaine fois, j'arrive avec la citation de Fanon. Parce que ce n'est... Mais je l'ai un peu. En fait, c'est qu'il dit que chaque génération doit se questionner sur son destin ou la trahir. Voilà, c'est soit il l'a trahi ou soit il l'accomplit. Voilà, c'est ça. Exact. C'est à peu près. Mais mais c'est vrai que cette citation. Ok. Et c'est cette citation-là que j'ai écrite avec sa photo. J'ai fait une peinture à mon bureau. Oh, je veux voir ça. Je veux absolument voir ça. Et du coup, à cette étape-là, avec tout ce que tu nous as raconté, ça va être vraiment la dernière question. Après, tu vas nous laisser tes contacts et tout. Bien sûr. La dernière question, c'est de tout ce que tu nous as raconté là, même si on a dit, comme on l'a dit, on va encore échanger, quel est le plus gros échec? Quel est l'échec qui a été le plus impactant? Alors, je vais te surprendre en te disant que pour moi, je n'ai eu aucun échec dans ma vie. Waouh. Je n'ai eu aucun échec. Je pense que j'ai assez mûri maintenant. Je suis à un stade de ma vie qui me permet de dire que aucune de mes expériences n'a été un échec. Ok, donc c'est comme j'en ai parlé avec Axel et j'avais mal cité en plus Nelson Mandela, mais il dit que moi je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Est-ce que c'est dans ce sens-là? C'est exactement ça. Ok, donc dans ce cas-là, quelle est la plus grande leçon? Donc je formule dans ce cas-là, quelle a été la plus grande leçon que tu as eue? La plus grande leçon de vie? Oui. Je pense que les plus grandes leçons, je ne veux pas dire là, je pense que les plus grandes leçons de vie que j'ai eues, c'est des leçons qui sont liées à la mort. La mort? La mort de proches, la mort de proches, de personnes qui ont compté pour moi. Ok. Donc, est-ce que dans le sens où ça t'a aidé à... C'est dans quel sens? Ça t'a aidé à faire plus de choses? Déjà, souvent, quand j'ai des personnes qui décèdent autour de moi, comme c'était le cas dernièrement, j'ai une amie très proche qui est décédée d'un cancer et qui s'est énormément battue pour sa vie. C'était un cancer du sein. Elle s'est énormément battue pour sa vie et c'est quelqu'un qui avait énormément la joie de vivre et l'envie de vivre. Pour moi, ce sont des leçons. Ce sont des leçons. Quand j'ai envie de baisser les bras, quand j'ai envie de me dire que peut-être le « bon comme ça », c'est une expression martiniquaise qui force, en fait, qui est en lien avec le « je me contente de peu ». Je me dis, je peux toujours mieux faire. J'ai le temps que certains n'ont pas eu. J'ai le temps d'améliorer. J'ai le temps de faire plus. J'ai le temps de persévérer. J'ai le temps de me donner. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Mais la mort, ça remet en question beaucoup de choses, en fait.
En tout cas, moi, c'est souvent un point d'introspection souvent. D'accord. Sur ce que je devrais faire différemment, sur est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour réussir, est-ce que j'ai pas été assez persévérante, est-ce que si, est-ce que ça. Et oui, et cet ami m'a beaucoup donné d'énergie. Je pleure, je suis toujours en deuil, mais en quelque part, elle m'a donné un cadeau. Le cadeau de me dire que elle est morte, mais que moi, je suis encore là pour réaliser ce qu'elle n'a peut-être pas pu faire. Ok, d'accord. Parce que je sais qu'elle voulait faire beaucoup de choses, Oui. mais qu'elle n'a pas eu le temps et la possibilité de le faire. D'accord, ok. Paix à son âme, on salue, on en profite pour... et mes condoléances aussi. Merci. Ok, donc du coup, pour finir, pour mettre une pause sur cette conversation, comment on prend contact avec toi quand même après avoir regardé cet épisode Alors, je suis sur Instagram déjà, Oui. en tant que Lily Biker, Ok. parce que j'ai une page de bikeuse à la base. Ok. J'ai une page aussi de Calonette, Ouais. pour Kelly Lonette. Ouais. Et puis bon, on peut me contacter via ma société aussi, Oui, ça bien marche. sûr, Hein. bien sûr. Ok. Sur LK Recruitment Rwanda, Ouais. le site internet, m'envoyer un message, j'ai des adresses email. Je pense que c'est assez facile de me trouver. Bien sûr. Même sur LinkedIn, Ok. si on me cherche Kelly Lonette, on me trouve aussi. Ok, d'accord. Je suis pas la personne la plus difficile à trouver sur internet. Kelly Lonette, ça se trouve. Ouais, ça se trouve. Ok. Merci beaucoup pour cet échange et à très vite pour la suite. Merci Yannick. Ciao. Ciao, ciao. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.